Ce projet que j'ai lancé, qui était mon premier programme qui s'appelle Paradigme, m'a coûté mes derniers 30 000 € qui me restaient. Et à ce moment-là, j'ai vraiment flippé. C'était Noël et je me suis dit, si je rembourse pas au moins, peut-être pas ces 30 000, mais au moins 15 000, je vais devoir virer des gens. Ça n'a pas été une option pour toi de baisser ton train de vie ? Non. D'ailleurs, je l'ai augmenté parce que je me suis pris une deuxième maison. J'ai payé un second loyer. Et je me suis dit, so what ? J'ai travaillé comme une chienne, j'ai fini avec un AVC. Est-ce que je ferais pas bien d'en profiter un peu, tu vois ? Je me suis dit, ok, donc cet argent, Ludivine, il te rassure finalement, il est à la banque, tu sais que tu peux l'utiliser. Justement, il te rassure pourquoi ? Bah, il te rassure parce que si un jour il y a un problème, t'as de l'argent de côté. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un problème ? Tu vois ? Parce que tu sais, il y a ces trucs de je mets de l'argent de côté en cas de souci. Mais à quel moment tu décides que le souci est suffisamment grand pour utiliser cet argent de côté ? Hello Ludivine. Salut Delphine. Ravie de te recevoir. Bah merci de m'inviter. Je me suis pris un petit coup de stress en préparant cet épisode. Là, j'ai vu tout ce que tu avais fait dans ta vie. Et pourquoi ça te stresse ? Waouh. Bah, tu sais, ce truc de... Mais on en a parlé en off juste avant, tu vois, c'est ce truc de... Bah, déjà, il y a la comparaison, et puis aussi, il y a cette idée de... elle coche tellement toutes les cases d'une vie extraordinaire. Ah, c'est ça etc. l'idée que t'as... C'est ça que ça t'a renvoyé comme... Un peu. Ah, c'est marrant. Ouais. Ok. Tu vois, et c'est marrant parce qu'en plus, on vient d'en parler juste avant de cette pression de la nana parfaite, etc. Ouais. Et puis, bah, mine de rien, tu vois, le fait d'avoir autant de cases cochées dans le CV, une magnifique femme, tu vois, ah si, non mais c'est incroyable, une beauté incroyable, tu vois, il y a un peu, ça m'a... Hier, j'ai commandé sur Amazon le livre d'une connaissance humoriste à moi, Anne-Sophie Girard, La femme parfaite est une connasse. J'ai besoin de lire ce bouquin pour moi-même. Et je me suis dit, tiens, bah, je reçois, tu vois, une femme parfaite telle qu'on la perçoit de l'extérieur, tu vois, qui coche toutes ces cases-là. D'où, voilà, le petit moment d'intimidation. Bon, ça veut dire que j'ai réussi déjà ça. Tu vois, j'ai réussi à passer pour la meuf parfaite que je voulais être avant. Maintenant, j'attends le jour où tu vas m'appeler en me disant « Ah, c'est naze, bravo !» T'as fait de la merde, c'est super, congrats ! Mais tu sais, ok, alors, on va parler de ton parcours et après, on peut aussi embrayer sur ce sujet-là. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent le podcast. Ouais. Et c'est un sujet pour tellement de femmes. La relation avec la réussite, parce que si tu réussis pas, t'es pas une femme parfaite, etc. Et on en a discuté avant, et toutes les deux, on subit ça, en fait, tu vois. Il y a ce truc... En fait, on s'est mis dans cet engrenage, on s'est mis dans des costumes de femmes parfaites qui réussissaient tout ce qu'elles entreprenaient, dans des domaines qui sont pas les plus simples. Toi, il y a eu la chanson. Non, mais il y a une illusion dans la phrase « on réussit tout ce qu'on entreprend ». Non, on ne montre que ce qu'on a réussi dans tout ce qu'on a entrepris, mais il y a une somme exponentielle d'échecs dont on ne parle pas avant, puisque en plus, quand on maîtrise son image par les médias, comme c'est mon cas et c'est le tien aussi, on est tout à fait capable de ne pas documenter les échecs, ce qui est une erreur selon moi, hein, d'ailleurs. Mais tu trouves que tu as eu des échecs dans ta vie ? Mais oui, bien sûr. Plein. Mais en fait, je les ai pas oubliés, mais un échec n'est un échec que si tu décides de t'arrêter à l'échec. Pour moi, l'échec, c'est une marche du parcours et il y a que toi qui décides au moment où l'échec arrive que tu continues ou que tu t'arrêtes là. Et ta conclusion, si tu t'arrêtes là, c'est que c'est un échec. Ça peut être OK, il y a des choses sur lesquelles on se dit « je suis pas fait pour ça ». OK, j'étais surprise par le son, excuse-moi. On se dit « j'étais pas faite pour ça ». J'arrête là et finalement est-ce que c'est un échec ? Non, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin d'autre chose. Ou alors on baisse les bras, il y a probablement, si je peux chercher, je vais en trouver. Non, j'en ai même un. On peut baisser les bras sur un projet parce qu'on se dit bah définitivement je suis trop nulle, j'ai pas les épaules et ça devient un échec. Tu veux que je t'en donne un ? Bah vas-y. Ok, j'ai fait de la musique. J'étais chanteuse musicienne. Oui, pendant longtemps. Pendant très longtemps. J'ai commencé très jeune. J'ai arrêté à 35 ans.
Et j'ai accompagné des gens ultra connus en tournée. J'ai accompagné des gens ultra connus en studio. Quand je dis ultra connus, c'est internationaux. Donc, j'ai vraiment kiffé. Vas-y, cite des noms. Ouais. Ok, d'accord. Si tu veux, j'ai travaillé avec Nathalie Imbruglia, Jason Derulo, U2. Voilà, des gens comme ça. Et c'était incroyable parce que c'était mon rêve, donc c'était ce que je voulais. Mais il y avait aussi en moi le rêve d'avoir une carrière solo, personnelle. Et le problème que j'avais, c'est que comme je voulais plaire à mes pairs, c'est-à-dire aux musiciens du monde de la musique, à chaque fois que j'essayais de faire la musique que j'aimais, qui était de la variété française pure, moi je traînais qu'avec des mecs qui faisaient du jazz, de la soul, etc. Et ben à chaque fois que j'arrivais avec mes petites chansons de variété française, tu vois, en plus, regarde, je le dis encore, petites chansons de variété française, ils se foutaient de ma gueule. Ils disaient, et moi je faisais ah ben ouais c'est nul. Et en fait j'ai abandonné mon rêve pour plaire au plus grand nombre, tu vois. Donc j'ai abandonné un rêve de carrière et c'est un échec, c'est un vrai échec. Parce que je voulais être bien vue de mes pairs. Or, c'est pas tes pairs qui achètent tes albums. Ça, c'est un vrai échec. Tu pourrais croire que, du coup, ma vie... Enfin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de se raconter? Que ma carrière dans la musique, c'était un échec ou que c'était une réussite? Est-ce que toute ma vie dans la musique était un échec? Non, j'ai fait des trucs fantastiques. En revanche, ce projet d'avoir une carrière personnelle, solo, ouais. Celui-là, c'est un échec. Et c'est un vrai échec parce que j'ai abandonné pour les mauvaises raisons. Là, j'ai vraiment été... Pardon, les pollens en ce moment. Là, j'ai vraiment été dans ma vie sur un truc où j'ai baissé les bras. Ça, c'est un terrible échec. Ça me fait du mal d'en parler. Je l'ai pas fait, j'y suis pas allée, je sais pourquoi. Et puis, ma vie est passée à autre chose. Et maintenant, je suis heureuse avec d'autres trucs, tu vois. Tu te verrais pas raccorder les morceaux avec cette envie, tu vois, maintenant que tu as le recul et que tu te rends compte, tu sais pourquoi tu as dit non à cette carrière, tu te verrais pas essayer de... Alors, non. Parce que le fait de, ça c'est encore une autre histoire, le fait d'avoir eu d'autres opportunités et d'avoir changé de vie soudainement, d'avoir fait un très grand virage après la musique. Et bien sûr, ce virage n'est pas les conséquences d'un échec. J'ai arrêté la musique pour des raisons de santé, parce que j'ai fait un burn-out de l'espace, alors que ça marchait super bien pour moi dans ce travail de l'ombre qui était accompagner les artistes, composer de la musique à l'image, etc. Et que j'aurais bien voulu continuer, parce que moi, je croyais que je ne saurais faire que ça toute ma vie et que j'allais faire que ça toute ma vie. Mais il y a eu un accident de parcours qui s'appelle le burn-out qui m'a emmenée vers d'autres horizons. Et en ouvrant ces autres horizons, je me suis rendu compte que si j'avais continué à faire de la musique toute ma vie, j'aurais raté 90% du bonheur que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Et je ne veux plus de cette fermeture, entre guillemets, fermeture d'esprit. Je sais pas si t'as vu le dessin animé Soul. Non. Eh ben, c'est l'histoire d'un jazzman qui est tellement passionné par la musique qu'en fait, il se rend compte qu'il passe à côté de sa vie. C'est-à-dire que sa passion pour la musique est fantastique, mais il passe à côté de tous les petits plaisirs de la vie. Et il rate ça. Quand j'ai vu ce dessin animé, je me suis effondrée. Je me suis reconnue. Je ne vivais que pour la musique. Je passais à côté de tout le reste, de tous les autres bonheurs. Donc aujourd'hui, est-ce que j'aurais envie d'y retourner? Non, j'ai découvert tellement d'autres bonheurs. J'ai envie d'être riche de tout ce que j'ai embrassé depuis. Et ça demanderait une dedication beaucoup trop monotâche. Ouais. Et j'ai plus envie de faire ça. Monofocus. Ouais. Ok. Mais tu vois, pour revenir sur la thématique de l'échec, je te disais, mais t'as vraiment eu des échecs? Et moi, parce qu'en fait, t'as dit quelque chose de très vrai, c'est-à-dire, t'as vécu des échecs si tu les as labellisés comme tels. Et moi, je me rends compte que j'ai pas l'impression d'avoir vu des échecs, ce qui renforce cette idée de la femme parfaite, qui est une connasse par certains aspects. Mais parce que j'ai pas labellisé grand-chose comme échec dans ma vie, tu vois. Pour le coup, j'ai cette faculté de toujours me dire c'est une étape, exact. Où j'ai appris des choses, tu vois, même les échecs sentimentaux. Je me dis, bah, en fait, ça devait arriver, tu vois. Une séparation, c'est la révélation d'une forme d'incompatibilité où on peut être heureux et malheureux dans une relation. Et du coup, bah, ça a été le cas pour moi à plusieurs reprises. Mais effectivement, je trouve ça intéressant de se dire, tu vis pas d'échecs si tu décides pas que c'est des échecs. Exactement. Et aussi, il y a la deuxième dimension, c'est qu'est-ce qu'on en montre. Et quand on a ce driver perfectionniste, en fait, ben on va pas, ou même d'ailleurs le Sois fort
fonctionne vachement bien, on aura tendance à se dire non mais on va pas faire chier tout le monde avec nos problèmes, on va pas faire chier tout le monde avec nos états d'âme, on sait qu'on est capable, qu'on est fort, qu'on est forte, qu'on va surmonter ce truc-là et que de toute façon on laissera pas le label échec dessus. Donc on raconte pas forcément les étapes. Il y a quelques jours, j'ai été invitée à prendre la parole pour une marque de médical sur les dangers des maladies cardiovasculaires chez la femme. Et ils m'ont demandé d'être l'ambassadrice du sujet puisque j'ai fait un AVC là, il y a 1 an. Et en fait, il s'avère que j'ai un stress post-traumatique de cet AVC et qu'au moment de tourner l'interview, j'ai décompensé. Genre, j'ai fait une crise de panique alors qu'il se passait absolument rien. Et cette crise de panique a été filmée. Ensuite, je me suis ressaisie, mais il m'a fallu des heures pour redescendre. Et j'ai terminé l'interview comme un robot. Donc, la finalité de cette interview, quand je la regarde, c'est qu'elle n'est pas empreinte d'émotion. Elle est très informative. On dirait presque, tu sais, la voix du gouvernement à la télé qui te dit « Attention ». Et je me disais, c'est marrant, c'est dommage, ça me ressemble pas à cette vidéo et elle va être postée comme telle. Et je suis pas sûre que le message soit bien compris, en fait. Donc, j'ai choisi de poster aussi la crise de panique. Et avant, j'aurais jamais fait ça. Avant, j'aurais gardé mon besoin d'être parfaite. J'aurais trouvé cette vulnérabilité indécente. Parce que quand t'as besoin d'être parfait, souvent, la vulnérabilité est une forme d'indécence. J'aurais trouvé cette vulnérabilité indécente. Et là, en fait, j'ai ressenti le besoin que les gens se disent d'abord que le stress post-traumatique, c'est pas une honte parce que c'est vraiment, on ressent beaucoup de culpabilité, de honte quand on vit ça, et que les maladies cardiovasculaires ont des impacts sur beaucoup plus de domaines de vie qu'on peut l'imaginer et sur l'entourage aussi, bien que c'était pas le sujet là en l'occurrence, et en fait finalement, ce qui était le plus intéressant dans cette prise de parole, c'est d'avoir posté moi dans tous mes états pendant cette crise de panique. Ça, c'est une forme pas d'échec, mais en tout cas de step. Parce que si j'avais labellisé cette crise de panique comme un échec, j'aurais pas été au bout. Et d'ailleurs, la question s'est posée à un moment dans l'interview de arrêter et jamais poster ce truc-là. Sauf que les chiffres sont tellement alarmants et on est tellement peu avertis sur les dangers de l'hypertension notamment que je me suis dit, écoute, t'as une communauté, s'il y a bien une raison pour laquelle tu l'as aujourd'hui, c'est ça. Donc ma vieille, tu prends sur toi. Et puis t'iras voir un psy plus tard, tu vois, pour ton stress post-traumatique. Et en fait, je suis hyper heureuse parce que les retours que j'ai eus sur cette opération, en tout cas sur cette prise de parole, ont beaucoup concerné ma capacité à parler de ma faiblesse dans ce truc-là. Et la plupart des gens m'ont dit, je me serais pas rendu compte à quel point c'était important si t'avais pas posté l'état dans lequel ça te mettait avant. C'est encourageant de plus être parfaite. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser à un truc, c'est que même des choses qui sont dark dans notre vie, par exemple, t'as vécu un AVC, c'est horrible, mais je pense que socialement parlant, dire j'ai survécu un AVC, c'est à nouveau quelque chose que t'ajoutes sur la liste de la femme parfaite. Ah, putain. Et je pense que t'as une paire de lunettes. C'est une projection, meuf. Ah là, si t'en es là. Ouais, non, oui, mais je le comprends. Je le vois très bien. C'est justement. Non, parce que, tu vois, c'est déteste-moi, fais-toi plaisir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Mais tu vois, c'est les storytelling moi, je sais que toutes les difficultés que j'ai surmontées, je sais que même ça, tu vois, j'ai l'impression que ça vient servir cette identité. Parce que, bizarrement, tu vois, prenons un autre exemple que la maladie. Prenons les creux de la vague. Ouais. Les creux de la vague, on en parle souvent une fois que c'est terminé. Oui. Et là, ça devient un win. Oui. Et tu as même un truc qui a été potentiellement assez pénible à vivre, on en parle après. Tu vois, moi, j'ai eu des moments vraiment dark pendant ma grossesse. En ce moment, c'est pas le top. Tu vois, j'ai l'impression de vivre des mois et des mois d'errance. Et c'est pas grave, ça restera au micro, tu vois. Mais je n'en parle pas. J'attends parce que je sais qu'il y aura une phase meilleure. Je sais que... Et je me dis, j'en parlerai quand ce sera un win. Alors, il y a deux choses dans ce que je constate, ou dans ce que je crois
moi, c'est mes croyances, hein, t'as le droit de pas y adhérer, c'est que la première, c'est que quand t'es dans le creux de la vague, tes décisions ne sont pas prises, selon moi, depuis un endroit apaisé. Et donc, si tu décides de publier, de rendre public ton état dans le creux de la vague, tu t'exposes à empirer ta situation parce que c'est une période de vulnérabilité intense où le regard des autres peut t'enfoncer encore plus. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, je ne publie pas dans le creux de la vague. Même si je peux le documenter, tu vois. Et encore, j'ai du mal. La raison pour laquelle je parle des échecs après le creux de la vague, c'est uniquement parce que c'est comme ça que je me protège. J'ai une de mes meilleures amies qui a dû aller donner une conférence alors qu'elle est dans une mer de noir. Et je lui ai dit, est-ce que t'es sûre que t'es OK d'aller donner une conférence maintenant, sachant que tu peux te faire attaquer, etc. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que t'attendrais pas que ça remonte un peu? Elle a choisi d'y aller dans le creux de la vague parce que elle avait pas peur de mettre sa sécurité en péril. Elle est peut-être moins anxieuse que moi. Et qu'elle y voyait une forme de thérapie. Donc chacun peut trouver un peu ce qu'il veut. Néanmoins, je reste convaincue, pour l'avoir fait parfois, que quand tu partages une vulnérabilité dans le creux de la vague, il y a toujours beaucoup plus de soutien que de gens qui t'enfoncent en t'appuyant sur la tête. Le problème, c'est que le cerveau retient 100 fois plus les marques négatives, les marques d'attention négatives versus les marques d'attention positives. Et c'est en ça que je trouve que des fois, si on est vraiment fragile, si on se sent fragile, c'est peut-être pas le moment d'en parler. C'est tout. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, à se dire « Ouais, mais attends, je suis pas authentique parce qu'en fait, je publie que quand je suis dans la win et je raconte mes échecs que quand ça va bien. » Oui. So what? Alors, tu vois, je suis un peu... je suis passée à autre chose sur ce sujet parce qu'il y avait quelque chose qui me chatouillait dans le fait qu'on dise « Ah, mais c'est pas la vraie vie, les réseaux sociaux. » En fait, je fais « Bah oui, c'est pas la vraie vie, mais... » So what? Personne se dit « Oh, mais les magazines féminins, c'est pas la vraie vie. » Ceci dit, les magazines féminins ont été attaqués en d'autres temps. Puis aujourd'hui, les magazines féminins sont ce qu'ils sont, en fait. Non, mais c'est surtout que si tu mettais vraiment la vraie vie sur les réseaux sociaux, si tu mettais que la vraie vie tout le temps sur les réseaux sociaux, ça impliquerait du 24-24. On te dirait c'est pas une télé-réalité, les réseaux sociaux. En fait, il y a toujours un truc qui va pas. Même la télé-réalité, c'est pas la vraie vie. Non, alors aujourd'hui, oui, c'est pas la vraie vie, mais moi, je connais des influenceurs qui publient vraiment toute leur vie et c'est de la... Pour le coup, c'est de la vraie pure télé-réale, quoi, telle qu'elle était au départ, pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais en tout cas de voir comment les gens vivent. C'est ça le but de la télé-réalité, c'est de voir la réalité des gens. Maintenant qu'aujourd'hui on est des acteurs qui veulent raconter des histoires, c'est une chose. Mais quand je te dis télé-réalité en termes de vocabulaire, je pense vraiment à documenter toute ta life, raconter absolument tout, et ce qui fascine un peu les gens d'ailleurs. Donc c'est à nous de voir à quel moment c'est bon pour toi, à quel moment c'est bon pour toi d'en parler, à quel moment c'est bon pour toi de partager, dans quel cercle c'est bon pour toi de partager. Il y a que toi qui sais. Effectivement. Bon, alors sur ce petit moment d'émotion. Vive les échecs. Ouais. Alors, tu vois, je voulais parler aussi on va parler d'argent, alors à la fois à travers ton parcours et puis aussi à travers ton expertise. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées par ton enfance notamment. Oui. Et je t'ai entendu en parler à plusieurs reprises. Alors, tu vois, c'est pareil, tu partages ce que tu as envie de partager. Mais quel est le contexte dans lequel tu as grandi et quelle influence ça a eu sur tes choix de vie après? Alors, j'ai grandi dans un chaos familial et social assez incroyable, même quand je le raconte, j'ai encore du mal à y croire. Et aujourd'hui, j'en suis revenue d'en vouloir à mes parents pour les erreurs qu'ils ont faites. Parce que... T'as toujours des liens avec tes parents? Oui. Parce que je pense que même s'ils ont vraiment fait de la merde, ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Vraiment, ils savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. Mes parents étaient malheureusement peu éduqués sur beaucoup de points. Ils avaient pas de skills de gestion émotionnelle, ils avaient pas de skills de gestion financière, ils avaient pas de skills de gestion familiale, ils avaient que des exemples pourris eux-mêmes dans leur propre famille. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un truc très, très étrange qui s'est
fait très tôt en moi, c'est que très jeune, l'enfant rebelle a probablement pris le dessus en se disant « Ok, on fera pas comme ça ». Vraiment, moi, j'ai ce souvenir de moi vers 6-7 ans, observant mes parents faire n'importe quoi et me dire, le jour où j'aurai 18 ans, j'avais ce respect, tu vois, de l'âge. Je me disais, bon, ok, j'ai pas mon mot à dire jusqu'à 18. Par contre, à 18, la vie, les gars, je vous le dis, elle va pas se passer comme ça. Parce qu'il n'y a pas de raison, on n'est pas venu ici pour souffrir, quoi. C'était vraiment ma vie, mon enfance, c'était une souffrance terrible, ça a été vraiment épouvantable. T'as des frères et sœurs? J'ai eu des frères et sœurs qui sont décédés et il me reste une sœur. Mais on était 5 à la base et j'ai perdu 2 frères et une sœur. Pour te dire à quel point c'était chaotique. Ok, dans ce contexte de... Ouais. Donc, dans un contexte aussi chaotique que la mort de tes frères et sœurs, que des attitudes innommables de la part de tes parents ou de certains membres de ta famille, la seule chose que j'ai réussi à construire, c'est un cadre pour moi, avec le bien et le mal d'un côté, et cette conviction naïve que quand je serai grande, c'est vraiment la petite moi qui parle, quand je serai grande, je vais me construire une vie heureuse et elle ressemblera pas à ce qu'ont fait mes parents. C'était mon seul objectif et mon seul focus étant enfant. J'avais un cahier où je comptais les jours jusqu'à ma majorité. Et je savais qu'à 18 ans, ça allait être la quille. Genre, j'avais vraiment cette conviction que qu'on est maître de son propre bonheur. J'avais cette prétention, c'est assez fou. Je jugeais mes parents enfants en me disant, vous faites que de la merde, les gars. Moi, je sais comment on est heureux. Déjà, on met un sapin à Noël, ok. Et je m'étais dit, la première chose que je ferais dans mon appart, c'est de mettre un sapin à Noël. Et à Noël, j'ai emménagé en janvier. J'ai mis un sapin en janvier, la première fois que j'ai emménagé dans mon tout premier appart. Je me suis dit, janvier, ça marche, on peut encore le faire. C'est la difficulté qui t'a construit cette maturité, parce que à 6-7 ans, tu vois, t'as déjà un certain recul. T'es capable, comme tu dis, de juger dans la case bien ou mal de ce que font tes parents. Ce qui est pas du tout... Enfin, je suis pas pédopsychologue ou pédopsychiatre, mais j'imagine pas qu'un enfant de 6-7 ans a autant de recul, justement vis-à-vis de ses parents, pour se dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Je suis incapable de te dire d'où vient ce discernement, et j'ai pas non plus la prétention de te dire que la frontière où j'ai mis le bien et le mal est bonne. Est bonne, ouais. Je dis juste que, en le faisant, ça m'a aidé à survivre, là où mes frères et sœurs, eux, n'ont pas survécu, tu vois. En termes d'argent, tu disais qu'il y avait une gestion... Alors, tes parents eux-mêmes venaient d'un milieu plutôt pauvre. Oui. Enfin, okay. Oui et non. C'est une bonne question. C'est pas un sujet qu'on a beaucoup abordé, mais je connais mieux la famille du côté de ma mère. Et du côté de ma mère, on a été tour à tour montagne russe, donc beaucoup d'argent et puis plus rien. Genre entrepreneur, donc mes grands-parents avaient été fabricants de pâtes fraîches. Ils vendaient dans toute la France, ils avaient des pâtes fraîches incroyables. Et un jour, ils se sont fait arnaquer par une grande marque de pâtes dont on taira le nom. Et ils ont tout perdu du jour au lendemain parce que mon grand-père savait ni lire ni écrire et qu'il a signé des contrats sans trop savoir ce qu'il en était. Il s'est fait avoir, quoi. Donc en fait, ouais, on est sur une espèce d'absence de discernement qui fait un peu faire des choix de merde, qui a été transmise, je pense, à mes parents qui ont fait un peu pareil. Ils ont monté des business, ils se sont ramassés. Moi, je me souviens de ma mère chialant dans le salon, en train de fumer de la weed et de me dire le plus grand racketteur, ma fille, c'est l'État. Je peux te dire que... c'est horrible de rigoler de ça, mais... Ah bah non, aujourd'hui, on en rit. Elle et moi, d'ailleurs, tu vois. Mais ma mère avait lancé une boîte, ça cartonnait, on avait de la thune, mais elle avait pas du tout capté qu'il y avait l'URSSAF qui allait tomber un an plus tard. Donc, on avait tout dépensé. Et puis, bah, en fait, les huissiers sont venus récupérer, tu vois. Et du coup, tu te dis... je sais pas, j'avais 12 ans, mais je pense, ou 13 ans, mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience de... ce que ça impliquait de monter une boîte et de payer l'URSSAF un an plus tard, mais je me rappelle que je me suis dit, t'as encore fait de la merde. Et j'ai gardé dans ma tête, le plus grand racketteur, c'est l'État. Donc en fait, après, quand j'ai construit moi-même mes économies, j'ai toujours mis
beaucoup de côté au cas où l'État me demande de l'argent, tu vois. Genre, j'avais ce truc assez marrant. Moi, j'étais musicienne et à l'âge adulte, j'ai voulu m'acheter mon premier vrai piano parce que j'avais pas eu la chance d'avoir un vrai piano étant enfant. Et je me rappelle que pour acheter mon premier piano, j'avais décidé d'économiser 4 fois le montant avant de le dépenser. Quel âge ça 20 ans. T'étais déjà partie de chez toi à ce moment-là? Ouais, je suis partie plus tôt que prévu du coup, vers 16 ans. Parce que les circonstances m'ont poussée à partir et que pour assurer ma survie, il fallait vraiment que je me barre. C'était un peu moi qui suis très contrôle fric et qui avait mon petit cahier où je comptais les jours. Partir 2 ans plus tôt que prévu, ça m'a un peu déstabilisée, mais je me suis dit mais bon t'avais pas de thunes. Alors si, je chantais dans les bars. À l'âge J'ai de 16 commencé ans, à déjà 14 ans, ouais. À 14 En fait, ans. je faisais beaucoup plus vieille que mon âge. Ok. Donc j'allais chanter dans les fêtes de village, dans les bars, dans les pianos-bars. Et t'étais payée en liquide. Et j'étais payée en liquide, ouais. Okay. Non, j'ai eu quand même mes premiers cachets d'intermittent dès que j'ai eu 16 ans. Mais sinon, ouais, j'étais payée en cash pour chanter. Mais du coup, tu pouvais disposer de l'argent sachant que t'étais mineure? Oui, tu sais que tu peux te faire émanciper. Et de toute façon... T'as eu une émancipation? Non, j'ai pas eu d'émancipation. Mes parents s'en fichaient complètement. Ok. C'était freestyle, quoi. Tu fais ce que tu veux. Parce que cet argent, finalement, ils auraient pu l'utiliser pour eux. Non, ça leur est pas venu à l'esprit. Non. Good thing. Bon, en même temps, j'étais pas non plus richissime. Hein. Je peux dire que c'était... tu sais, je gagnais... je sais pas, à l'époque, c'était en francs. Je me rappelle même plus combien je gagnais. Non, mais j'imagine bien quand j'entends dans des bars oui, à droite, à gauche. C'était pas la folie furieuse, tu vois. Et puis, il fallait que je paye mon loyer et tout. Enfin, c'était... Ça m'intéresse de savoir, quand tu pars de chez toi à 16 ans, ouais. Il y a quelqu'un pour t'accueillir? Enfin, non. Je veux dire, la nuit où tu pars, tu fais quoi? Alors, je suis pas partie en une nuit. Je suis partie... je suis quand même partie vite. J'ai dit à ma mère, écoute, on n'est pas en sécurité ici, il faut qu'on s'en aille. Et ma mère m'a dit, je ne peux pas. Financièrement, je ne peux pas nous enlever de cet endroit. Et je lui ai dit, si tu ne le fais pas, je vais le faire toute seule. Et je pensais pas du tout qu'elle me dirait OK. Donc ça a été un déchirement pour moi, parce que moi j'ai vécu sans ma mère pendant une grande partie de ma vie, et donc je voulais rattraper le temps avec elle, mais le fait qu'elle ne s'engage pas sur la sécurité dont j'avais besoin, ça c'est vraiment une histoire... c'est le passé, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on a construit quelque chose de tellement plus riche que ça. Mais à ce moment-là, je me souviens, j'avais un ami qui m'avait dit, Ludivine, tu dois partir de cet endroit parce que t'es en danger. Et si ta mère ne comprend pas qu'il y a une urgence, ben fais-le toute seule. T'as que 16 ans, mais t'es quand même suffisamment grande et forte pour y arriver. Donc j'ai dit à ma mère, écoute, si tu ne nous sors pas de là, je vais partir. Et ma mère m'a dit, bah oui, bien sûr, ma fille, je pense que t'es assez mûre pour le faire, go. Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais encore pas aujourd'hui, je vais pas demander, il faudrait que je lui demande. Je sais encore pas aujourd'hui si c'était une façon de me tester ou si, comme ça a toujours été le cas, ma mère m'a toujours fait une confiance aveugle. Ma mère, mes parents m'ont toujours considérée comme quelqu'un de super puissant, super brillant, qui va toujours s'en sortir. Donc en fait, ils s'inquiètent pas pour moi. Et si je leur dis, à 16 ans, je me casse, je vais me démerder toute seule, machin, ils sont pas très inquiets. Elle a réalisé le jour où j'ai pris un appart, qui devait tomber dans les semaines qui ont suivi. Ok. Donc ça se fait progressivement, tu pars de chez toi, ouais. T'es accueilli un petit peu, tu trouves rapidement un appart. Ouais. Ok. Waouh. Est-ce qu'il y a un souvenir, tu vois, avec l'argent qui t'a particulièrement marqué quand t'étais jeune? C'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui me vient, c'est un lien indirect avec l'argent, mais donc je vais te dire ce qui me vient à l'esprit. C'est que quand j'ai été jeune, mon rêve, c'est de chanter au Resto du Cœur, tu sais, avec les artistes et tout. Je voulais... Ah oui, ok. Je sais pas pourquoi il y a un moment donné, j'ai pensé dans une antenne locale des Restos du Cœur. Non, je voulais faire partie de la troupe des Enfoirés. Oui, mais moi aussi, petite fille, je chantais aussi, beaucoup moins bien que toi. Mais moi aussi, j'ai eu ce rêve de chanter aux Enfoirés. Et en fait, on s'est retrouvés à manger au Resto du Cœur. Il y a eu une espèce de... J'ai ce souvenir de m'être dit, ma meuf, en fait, toi, t'es pas la chanteuse des Enfoirés, toi, t'es celle qui récupère
Ça, c'est un souvenir un peu percutant. Et mon père racontait, en tout cas, nous emmenait au Resto du Cœur de façon ultra détachée, en mode, de toute façon, en fait, quand on va récupérer un sac de bouffe au Resto du Cœur pour manger, il y a la même chose que ce qu'on achète au supermarché, et c'est vrai. C'est précisément la même Moi, chose. j'ai déjà été bénévole au Voilà. Resto du Cœur. Sauf que on les paye pas. Et ce que j'ai appris plus tard, c'est qu'en fait, il avait les moyens de payer les courses, mais qu'il avait décidé de faire comme si c'était pas le cas et de nous faire vivre cette vie. Donc il se sentait un peu malin, tu vois. Oui. Non, mais en fait, c'est pas péjoratif de dire ça, mais non, tu non. sais, moi, j'ai construit un référentiel autour de... tu connais les langages de l'amour? J'ai créé un référentiel autour des langages de l'argent, et alors c'est plutôt des typologies de relations que tu as avec l'argent, et je pense qu'il y a des gens qui voient l'argent comme un instrument de pouvoir. Et Ok. donc, quand pour toi l'argent c'est soit tu domines ou t'es dominé, enfin tu baises les autres ou t'es baisé, c'est Ouais, un peu ça, tu vois. c'est ça. La vie est comme ça, tu vois. Et donc t'as tendance, soit t'es celui qui tord le bras des autres, alors qui a tendance à arnaquer, à voler, ou à arnaquer le système, tu vois, etc. Parce que dans ta vision, c'est soit tu le fais, soit c'est toi qu'on arnaque. L'État, ton employeur, etc. Ouais. Donc tu vas gratter tes heures sup, et t'es dans cette logique et cette dynamique, c'est tu baises ou t'es baisé, tu vois. Oui, je pense que c'est tout à fait le profil de mon père. Tout à fait ça. Ce truc de profiter au max du système, sans honte, sans vergogne, alors que même t'en as pas forcément besoin, qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin, ouais, c'est complètement ça. Oui, parce que sinon, c'est dans sa vision du monde, c'est malin de faire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Tout à fait. Ok. T'arrives à payer facilement ton loyer, ton train de vie à 16 ans? Tu vas encore à l'école? Oui, alors moi je voulais absolument avoir le bac. C'était hyper important pour moi de pas faire comme mes parents, donc d'être instruite, puisque eux n'ont pas fait d'études. Donc tout ça, c'était une espèce de construction en opposition, tu vois. Ce qui n'est pas non plus un truc hyper sain, en vrai, parce que j'allais faire de la musique, le bac, j'en avais pas besoin. Donc en fait, j'allais quand même à l'école tous les jours, alors que je bossais la nuit. J'avais un deal avec l'infirmière pour dormir les heures où j'avais pas cours dans l'infirmerie, alors que c'est pas du tout fait pour ça. Mais mon proviseur et mon infirmière de lycée étaient au courant de ma situation. Et du coup, avaient beaucoup d'empathie pour ça et m'avaient offert... quelques petits privilèges comme ça au lycée pour pouvoir survivre, et je pense qu'ils étaient assez admiratifs de cette volonté de continuer l'école malgré tout, tu vois. Alors que à l'époque déjà une carrière tranquille ou bilou m'ouvrait les bras dans la musique, et que c'était là de toute façon que j'allais aller, tu vois, c'était vers ça que j'allais me diriger. Et en faisant quelques concerts dans les bars, tu savais déjà que tu avais le potentiel de gagner de l'argent dans ce milieu-là? Pas forcément en étant number one sur le devant de la scène, mais t'avais déjà conscience que... Parce que moi, j'ai plutôt l'impression quand on est jeune, alors déjà, on voit pas tous les métiers qu'il y a autour, on voit souvent que la personne qui est number one. Et du coup, il y a vraiment cette idée de... il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, quoi. Non, ma passion étant enfant, il y avait deux choses, c'était le son. J'adorais le son, mais le son dans toute... j'enregistrais des sons d'oiseaux, des sons de portières de voiture, des sons de moteurs. Je savais reconnaître les moteurs de voiture parce que j'adorais les bagnoles. J'avais découvert qu'il y avait un métier d'acousticien dédié à l'industrie automobile, et que les sons des moteurs sont choisis et pas juste le résultat du moteur. Enfin, il y avait vraiment plein de choses qui me passionnaient. Quand j'écoutais un album, j'étais autant fascinée par l'artiste qui soit interprétait, soit composait, que par les musiciens. Je connaissais les noms de tous les musiciens des artistes que j'aimais par cœur, et je suivais aussi leur carrière à eux. C'est-à-dire que moi, j'étais fan de Michel Berger et France Gall, et quand je suis arrivée à Paris, il y a Yannick Top, qui était le bassiste de France Gall, et Michel Berger, qui organisait un casting pour produire une chanteuse, et je me suis retrouvée dans son studio, et il a joué de la basse devant moi, et j'en avais rien à foutre de Michel Berger ce jour-là, tu vois, ou de France Gall, c'était Yannick Top, quoi, tu vois, j'étais genre, oh là là, mais tu sais, je me revois à 8 ans, ouvrir, tu sais, les trucs des cassettes ou des CD, et lire les noms, et avoir une espèce de fascination pour les gens de l'ombre dans la musique. Donc je pense que j'avais déjà une conscience que il existait plein de métiers dans la musique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je refusais pertinemment qu'on me réduise à une artiste qui devra choisir entre gagner sa vie en faisant un vrai métier, et ou devenir une star. Pour moi, il y avait un truc entre les deux, et j'allais prouver à tout le monde que c'était possible. Et d'ailleurs, je n'ai pas
ce que j'imaginais possible a été beaucoup plus grand en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'ai même pas rêvé assez grand à quel point c'était possible. J'ai été aussi fascinée par la voix off et la musique de pub et la musique à l'image et la musique de film. Donc, quand j'ai démarré vraiment ma carrière à Paris à 18 ans, quand je suis arrivée à Paris, je suis vraiment rentrée dans le nerf de la guerre et je me suis potentialisée sur plusieurs domaines. Je suis devenue ingénieure du son, productrice, je composais de la musique à l'image, je faisais de la voix off de pub, j'accompagnais des artistes en tournée, en studio. Et comme je m'ennuie très vite, ça m'allait vachement bien de faire tout ça. Et ce qui faisait que quand tu avais des baisses de régime dans certains domaines, bah, tu avais toujours les autres qui permettaient de rééquilibrer. Donc, j'étais jamais au chômage. Technique, parce qu'il n'y a pas de chômage quand t'es intermittent. Donc, j'étais jamais vraiment en galère de taf. Je m'étais tellement préparée à ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était prouver à tous les gens qui m'avaient dit « c'est pas un métier de faire de la musique », que on peut très bien gagner sa vie sans être Rihanna, en fait. Et que c'est très satisfaisant. Hein. Moi, j'ai adoré ça. J'avais aussi l'envie de faire une carrière solo, mais j'ai adoré pas être solo, quoi. Être au service d'un autre projet, être au service d'un truc dans l'ombre. J'adore ce truc de l'ombre. C'est quelque chose qui me nourrit beaucoup aussi. En fait, tu gagnes très rapidement ta vie dans ce métier. Oui. Comment t'expliques qu'il y ait des gens qui galèrent pendant des années et que toi, t'y arrives aussi rapidement? Ce que j'ai vu, ça explique pas hein, les galères. Ce que j'ai vu, moi, dans le métier de la musique, c'est que moi, j'étais OK d'aller chanter dans des mariages, j'étais OK d'être la choriste d'un artiste, j'étais OK d'être dans l'envers du décor, j'étais OK d'être dans l'ombre. Et là où les gens galéraient, c'était des gens qui faisaient pas de compromis sur leur art. C'est des gens qui avaient une personnalité, qui véhiculaient un projet et qui voulaient surtout pas être identifiés à autre chose qu'à leur projet, à leur identité. Et c'est ça hein, pour moi qui fait les vrais artistes. Moi, j'ai été un caméléon qui avait juste envie de vivre bien de la musique. Et à côté, il y a ces gens que j'admire énormément, qui ont vraiment quelque chose à apporter. Et là, c'est plus galère parce qu'il y en a beaucoup des artistes de talent. Et c'est ceux-là qui galèrent le plus, malheureusement. C'est ça pour moi la galère dans la musique. C'est ceux qui défendent corps et âme un seul projet, une seule identité et qui ne se, entre guillemets, travestiront jamais, n'iront pas chanter dans un mariage, n'iront pas être le choriste d'un artiste parce que la seule chose qu'ils veulent, et ils vont mettre toute leur énergie là-dedans, c'est mener à bien leur vision de leur art. C'est ça que j'ai le plus vu, en fait. J'adore ce message, c'est-à-dire, pouvez vivre de la musique. D'ailleurs, tu as fait The Voice, mais d'ailleurs, il paraît qu'il y a beaucoup de candidats qui finalement vivent de la musique, bien mais sûr. Sous plein d'autres formes parce qu'on dit, oh là là, il y en a 3 qui sont connus. Alors, il y en a quand même plus que 3, mais effectivement, il y en a quelques-uns qui ont fait des très belles carrières. Mais il y en a beaucoup d'autres qui vivent de la musique tout en n'étant pas sur le devant de la scène. Bien sûr. Grand espoir pour tous les... Mais oui. les gens qui veulent effectivement, qui s'intéressent à ces métiers-là. Bien sûr. Alors, alors si, il y a une des caractéristiques de ton parcours, c'est que tu changes. Donc, il y a eu 12-15 ans de musique. Ensuite, tu vas passer dans l'influence beauté. Ouais. Ça t'amène très rapidement à la télé. Ouais. Bon, pareil, sur le devant de la scène, mais finalement, là où tu voulais être dans la musique, tu finiras par l'être en télé. Alors, tu vas me dire, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça devant de la scène ? La mission, quand même, a une certaine notoriété. Ouais. Incroyable transformation, c'est sur ça. M6. Ça s'est arrêté avec tes problèmes de santé Non, ça s'est arrêté tout court. Ok. Bon, l'émission a eu plusieurs saisons et puis ensuite ça s'est terminé. Ok, d'accord. Je ne savais plus où ça. J'ai déjà regardé des passages en tombant dessus, mais c'est pas une émission que je suis. C'est une émission où il y a énormément d'épisodes enregistrés et énormément de rediffusions. Ouais. Donc en fait, on a enregistré, je sais pas, des centaines d'épisodes et il y en a que j'ai jamais vus, je pense que tout a déjà été diffusé, mais parfois je tombe sur des épisodes et je me dis ah ouais, je me rappelais même plus qu'on avait tourné ça. Il y en a tellement que ça peut encore être diffusé avant que tout le monde les ait vus. Il peut se passer du temps. Tu t'es reconverti, tu t'es formé au coaching. Tu t'es formé à la relation à l'argent, et on va continuer à en parler. Aujourd'hui, finalement, tu as un job qui est plutôt de l'infoprenariat avec du coaching. C'est encore une autre chose, en fait, parce que tu as fait du coaching, et puis là, tu bascules ou tu arrives dans l'infoprenariat.
Ça, c'est un truc, je trouve, cette capacité à se réinventer, à passer à autre chose. Est-ce que toi, c'est assez naturel chez toi ou est-ce que tu vois ça comme un risque à chaque fois? Est-ce que tu y associes une certaine forme de prise de risque? C'est une bonne question, ça. Est-ce que j'y associe une forme de prise de risque? Mon process interne de changement est assez étrange et presque n'est pas conscient. Ça se passe de cette façon. Je me dis, ah, il y a un truc qui fait sens. Tiens, je vais à fond là-dedans. Et au dernier moment de passage à l'action, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? Voilà. Mais avant, il y a aucun doute. C'est ce qui fait que j'arrive à mener à bien pas mal de projets. C'est que j'ai vraiment, tu sais, j'ai une longue plage de, on y va, et j'embarque tout le monde dans cette énergie. C'est-à-dire que personne ne se sent de me dire, non mais attends, t'es sûre? Tellement, je suis sûre de moi, tu vois. Et c'est dans les, vraiment dans la fin où je me dis, mais qui a eu cette idée? Et en fait, c'est moi, putain, mais comment ça se fait que j'ai décidé de me lancer là-dedans? Et généralement, c'est une anxiété suffisamment courte pour pas qu'elle ait trop d'impact sur le résultat final. Tu t'es déjà mis en danger financièrement en faisant ces différents changements Ouais, de là, il y a carrière? pas longtemps, justement. Alors, en fait, non, si, en vrai, à chaque fois, je te dis pas de bêtises, en passant de la musique à l'influence, il y a eu un moment un peu tendax. Ouais. Euh, Mais tu l'as même pas choisi, ce move, en fait. Il y a eu ce burn-out Ouais. lié à la carrière musicale. Et puis, tu te retrouves dans l'influence, mais tu te dis pas je vais faire de l'influence beauté. Et donc, du coup, c'est un peu un test, quelque chose, ça va t'amener du résultat. Mais donc, dans cet entre-deux, il y a une période plus compliquée. c'est que je suis partie faire le tour du monde et du coup, pour payer le billet qui allait m'emmener au voyage suivant, je chantais dans les bars. Donc c'était un peu, c'était vraiment un peu comme on dit au cul du camion, genre t'as pas beaucoup de marge de manœuvre quand tu chantes dans un bar à Bangkok pour aller à Las Vegas derrière. À Las Vegas, il faudra retrouver du taf parce que t'auras dépensé l'argent dans le billet d'avion, tu vois. Enfin, il y avait, Et comment tu vis cette période-là? Peut-être qu'il y en a eu d'autres après, mais comment tu vis cette période-là, sachant que t'as connu la dèche quand t'étais petite, que du coup, t'as bien gagné ta vie en tant qu'artiste? Oui. Donc tu t'es éloigné de ça, c'était une volonté. Et là, tu t'y remets en fait, parce que finalement c'est ton choix. Non, j'ai jamais eu la sensation de m'y remettre. C'est marrant que tu poses cette question. Si j'y réfléchis bien, non, j'ai pas eu cette impression de m'y remettre. Parce que c'est toi qui es en maîtrise cette fois-ci? Ouais, parce que je pense que je suis un peu trop confiante, ouais. Trop confiante? Ouais, parce que je me dis, s'il y a un problème, j'irai bosser chez McDo, je m'en fous, quoi. Ou gratter une guitare dans le métro, ou... Je sais pas, il y a rien qui me dérange. Et là où je dis que je suis trop confiante, c'est qu'un jour, j'avais dit ça à mon comptable et il m'a dit, et si un problème de santé arrivait et que tu pouvais rien faire? Et c'est justement ce qui m'est arrivé l'année dernière. Et en plus, je venais d'investir une grosse partie de mon argent. J'avais décidé justement, puisque j'ai peu d'éducation financière, je savais pas trop quoi faire, et j'avais décidé donc d'investir dans des boîtes comme Business Angel, et j'avais donc mis un gros paquet de mon argent dans des boîtes. C'est quoi un gros paquet de ton argent? C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Ok. Que jusqu'à présent tu gardais sur tes comptes. Exactement. Et ce que tu as investi, ça représentait quelle proportion de tes économies? Alors au moment où je l'ai investi, ça représentait un tiers. Le truc, c'est que comme j'ai arrêté de travailler et que j'avais un train de vie, cet argent a commencé à descendre. Et c'est d'ailleurs ce travail que j'ai fait en tant que spécialiste de la relation à l'argent qui m'a permis de m'autoriser à laisser descendre ces économies, parce que avant ce travail, j'aurais replongé dans le taf pour absolument maintenir le cap. Sauf que je me suis dit, écoute... C'est marrant, attends. Ça n'a pas été une option pour toi de baisser ton train de vie? Non. D'ailleurs, je l'ai augmenté parce que je me suis pris une deuxième maison. J'ai payé un second loyer. Et je me suis dit, so what? J'ai travaillé comme une chienne, j'ai fini avec un AVC. Est-ce que je ferais pas bien d'en profiter un peu, tu vois? Donc, dans ta relation à l'argent, t'as plus une âme de makeuse. Ah oui. Que, tu vois, genre... C'est marrant parce qu'à la fois, ton histoire t'a habitué à vivre avec peu, avec beaucoup, avec moins, avec moyen, tu vois? Ouais. On pourrait imaginer une forme d'élasticité. Mais à ce moment-là de ta vie,
Tu sais, c'est comme dans Qui veut gagner million, t'avais atteint un palier, tu voulais pas redescendre, tu vois. Ouais. Ouais, et en même temps, c'est marrant, c'est aussi un plafond de verre, j'avais remarqué, dans lequel je restais, quoi, tu vois. Et ça m'a appris, donc cet AVC, ça m'a appris à déjà arrêter de travailler, arrêter de faire et juste être. Alors là, bon, il se passe un truc quand tu fais ça dans ta vie. C'est que quand t'es quelqu'un d'hyper proactif, d'hyper actif, qui fait tout le temps, qui a des projets, qui sont un peu waouh, ben, t'es entouré de gens qui adorent ça. Et le jour où tu peux plus, il se passe une petite déception et bah, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus là. Il y a des gens qui supportent pas de te voir malade, ça les rend mal, je peux le comprendre, mais du coup, ils sont pas là pour te soutenir. Enfin, ça change vraiment tout ton écosystème. Ça te fait réfléchir un peu à qui je suis quand je fais de l'argent et qui je suis quand j'arrête d'en faire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Que tu n'avais pas connu avant? C'est pas quelque chose que tu avais... Alors... Je m'étais jamais vraiment posé la question. Ouais. Je pense que, tu sais, c'est un peu... Ça vient avec la vie. Et j'en veux pas aux gens qui ont pas bien réagi à ma maladie, tu vois, ou à cet accident, mais j'ai découvert un inconfort de leur part à être auprès de moi quand je ne fais rien. Quand je suis moi qui ne fais rien. Et du coup, je me suis dit, ok, donc cet argent, Ludivine, il te rassure finalement, il est à la banque, tu sais que tu peux l'utiliser. Justement, il te rassure pourquoi? Bah, il te rassure parce que si un jour il y a un problème, t'as de l'argent de côté. Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir un problème? Tu vois? Parce que tu sais, il y a ces trucs de je mets de l'argent de côté en cas de souci. Mais à quel moment tu décides que le souci est suffisamment grand pour utiliser cet argent de côté? Alors, c'est fou ce que tu dis ça. Les profils écureuils ont ça. C'est-à-dire, je mets de l'argent pour me rassurer, mais quand t'arrive le moment de le sortir, et d'autant plus quand c'est un vrai besoin, c'est douloureux, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on appellerait un vrai besoin, demande à un écureuil, c'est quoi son vrai... À quel moment il sera OK de toucher à cet argent? Ah, il va te dire, je sais pas, la toiture s'est arrachée, et là, t'as pas le choix. Donc, c'est pas un choix. C'est pas un moment où tu choisis. Par contre, si t'es malade et qu'on te dit, il va falloir vraiment lever le pied, Madame Aubourg, parce que sinon vous allez mourir. Et que tu te dis, mais jamais de la vie, attendez, si j'arrête, il y a plus de rentrée d'argent, et comment je paye les gens avec qui je travaille, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi? C'est le moment d'utiliser tes économies, et puis on verra bien où ça mène. Et donc pendant... C'est là où on voit ce qu'on considère être un choix ou non. Ouais. Parce que dans l'absolu, on pourrait se dire, je n'ai pas le choix. Ouais. J'ai pas le choix de lever le pied, d'arrêter de travailler. Non, je sais que c'est un choix parce que la première réaction que j'ai eue, c'est on va continuer quand même. Alors, je t'explique, les médecins, ils m'ont dit non. Et en plus, après, j'ai mis vachement de temps, c'est venu par strat, le fait d'arrêter de me dire on va continuer quand même. C'est que, bon, alors les premières semaines, je me suis dit, on va continuer quand même. Donc, j'ai continué comme j'ai pu, mais c'était quand même très compliqué. Ensuite, les médecins m'ont tellement mise en... J'étais en fait en danger de mort, donc je pouvais mourir à tout moment d'une nouvelle hémorragie, donc il fallait pas bouger. Du coup, j'étais sédatée. À un moment, tu peux faire ce que tu veux. T'es sédatée, t'es couché dans un lit, tu peux pas bouger. Qu'est-ce que tu veux faire? Et tu sais, il fallait vraiment, je pense, parce que moi, je suis hyper active, il me fallait que je sois clouée au lit de cette façon pour arrêter de me dire, mais on va quand même continuer de bosser. Mais j'ai quand même continué. Je suis restée au lit en me disant, rien n'est permanent, à un moment ça va aller mieux, dès que je vais avoir un peu d'énergie, je vais rebosser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai eu un peu d'énergie, j'ai rebossé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça m'a pas remise en danger, mais ça m'a foutu dans un état de fatigue extrême où j'arrivais plus à tenir. Donc, à un moment, je me suis rendue à l'évidence que fallait lâcher prise et s'arrêter vraiment. Et c'est là que j'ai choisi de m'arrêter, d'avoir un train de vie un peu plus élevé en plus, puisque j'allais donc prendre une deuxième maison en location en Corse, qui est mon lieu de vie de rêve, et d'y passer du temps à regarder les petits oiseaux, à rien faire, à kiffer avec mes amis, aller à la plage, juste, tu sais, vivre les vacances que je me suis jamais offertes en 20 ans, quoi, tu vois. Et j'ai fait ce choix, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent. À peu près. Donc effectivement, à ce moment-là,
t'as fait des investissements en parallèle. Bon, bah, les investissements, ils font leur vie maintenant. Hein. Ok. Il y en a qui ont donné des... Non, parce que quand t'investis dans une boîte, là, on est à plus un an, il n'y a pas de retombée. Mais cet argent, t'aurais aimé en avoir l'utiliser à ce moment-là. Okay. Non, franchement, en vrai, tout s'est passé comme il fallait, il n'y a pas de souci. T'es repartie à zéro ? Donc, je suis quasiment repartie à zéro, puisque donc j'ai lancé le projet de mes rêves, qui est Shift Masterclass. Donc, c'est une plateforme avec des programmes de coaching en ligne accessibles à des prix. Parce que moi, je fais, du coup, sortie d'école, je me retrouve à coacher des hauts dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs sur des problématiques de relations à l'argent et de management et autres. Mais ça, t'as commencé ça en parallèle de l'émission. Ouais, exact. C'est ces deux carrières-là qui se font en parallèle. Ouais. J'ai des images très drôles de moi en train de prendre un cours de neurosciences sur le plateau avec mes producteurs qui viennent et qui se disent putain, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf avec mes livres et tout, genre vraiment. On avait des cours en Zoom des fois et je disais on arrête, j'ai 1 heure de cours de neurosciences les gars, ou alors j'ai 1 heure de meeting avec HEC. Enfin, c'était vraiment genre c'était lunaire. Je pense que ce serait drôle d'interviewer mes productrices qui te diraient on n'en connaît pas 2 comme ça. Il y a personne qui fait ça, tu vois. C'était assez amusant. Mais du coup, j'ai fait en parallèle ça. Par contre, ça m'a vraiment tué la santé. J'ai un peu poussé le bouchon trop loin. Ouais. D'avoir plusieurs carrières, plusieurs activités. Ah ouais, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je faisais de l'influence, beaucoup de voix off, parce que j'étais la voix de SFR et je faisais du coup des séances la nuit parce que je pouvais pas les faire le jour. On tournait l'émission Incroyable Transformation. J'étais à HEC et à l'INA. Je faisais 2 écoles de coaching en même temps, qui sont des écoles sur des formations d'1 an qui sont plutôt assez deep, puisqu'il y en a une donc qui est axée coaching de hauts dirigeants et l'autre qui est axée neurosciences pure. Donc c'était vraiment, ça faisait beaucoup pour une seule personne en une seule fois. Je pense que je me suis bien fatiguée à cette période. Et donc, c'est quand tu te remets de ton AVC l'année dernière que finalement tu fais ce basculement complet vers le coaching. Ouais. Je coachais en one-to-one et j'avais envie... Moi, j'avais repris mes études parce que je voulais répondre à cette question qu'on me posait tout le temps, qui était comment on fait pour avoir confiance en soi. C'était dans le monde de la beauté, finalement, la seule chose que les gens venaient chercher. C'était pas savoir comment se maquiller, savoir comment se mettre en valeur, c'était savoir comment se maquiller pour avoir confiance en soi, savoir comment s'habiller pour avoir confiance en soi. Et c'était toujours le sujet de la confiance en soi. Et je me sentais tellement pas légitime d'y répondre parce que j'avais tellement pas confiance en moi. Et donc, j'ai voulu étudier la confiance en soi. C'est ça qui m'a fait aller vers le coaching. Quand je suis sortie d'école, j'avais un diplôme qui me permettait de coacher des hauts dirigeants. Donc, je me suis immédiatement retrouvée à coacher des gens à un niveau stellaire, quoi. Mm-hmm. Et ça répondait pas à la raison pour laquelle j'avais fait cette démarche. Ça ne répondait pas à ces centaines, milliers, dizaines de milliers de gens qui m'écrivaient tous les jours pour savoir comment on fait pour avoir confiance en soi. Je me sentais pas légitime de répondre, donc j'ai fait les études pour pouvoir le faire. Sauf qu'une fois que je suis sortie d'études, je leur ai pas donné la réponse. Je suis allée la donner à des gens qui payent très cher pour ça. Donc je me suis dit, ok, comment je vais m'y prendre pour offrir aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un coaching à plusieurs milliers d'euros. Toi et moi, on sait très bien que ça coûte très très cher. L'accès à ce que j'estime être des choses que j'aurais adoré entendre plus jeune, adoré entendre plus tôt, qui m'auraient vraiment aidé. Donc j'ai décidé de créer Shift Masterclass et de créer des programmes en ligne accessibles, donc vraiment pas cher du tout par rapport au contenu qui est délivré, pour pouvoir répondre à cette question auprès des gens. Quand j'ai lancé ce truc-là, j'arrivais pas à faire mon coming out sur les réseaux sociaux de coach. Il y avait un truc en moi, je me disais, putain, mais on va me tacler, on va me dire que je suis pas légitime, alors que j'ai des diplômes maintenant, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus, Ludivine? Tu sais, le syndrome de l'imposteur, en fait, il s'affranchit de tout, finalement. Tu crois qu'il te faut les diplômes, t'as les diplômes, tu te dis que t'as pas l'expérience. Une fois que t'as l'expérience, tu te dis que t'as pas l'expertise. Et ça s'arrête jamais, t'as toujours ce putain de syndrome de l'imposteur qui te colle au cul. Et en fait, à un moment, je me suis dit, je vais me coller une deadline de programme à lancer, comme ça, je vais être obligée de faire ce coming out sur les réseaux, vu que j'avais décidé de pas faire de pub et de tout vendre en algo naturel, quoi, tu vois. Donc, je me suis mis une grosse pression et finalement, vraiment, j'ai été last minute puisque j'ai commencé à publier des contenus de dev perso 3 semaines avant mon lancement, ce qui est quand même très short time, en pensant que ce serait très mal accueilli. Et je m'étais dit,
ce projet que j'ai lancé, qui était mon premier programme qui s'appelle Paradigme, m'a coûté mes derniers 30 000 € qui me restaient à lancer, parce que j'ai vraiment fait tout ça avec une équipe et tout. J'ai pris des conseils, des coachs, des copywriters. J'ai vraiment investi. Je me suis dit, je veux que ce truc soit à la hauteur de mes exigences. Je veux pas faire un truc solo. Ça pourrait être bien, mais je vais me tuer là-dedans. J'ai besoin de déléguer. Donc, j'ai mis mes derniers 30 000 € là-dedans en me disant, ce serait bien que je rembourse cet argent. Si j'y arrive pas, ce serait bien que je récupère de la data, à savoir qui sont mes clients, qu'est-ce qu'ils attendent de moi pour pouvoir améliorer ce que je vais faire derrière. C'était un produit test, quoi. Tu vois ? Et à ce moment-là, j'ai vraiment flippé. C'était Noël et je me suis dit, si je rembourse pas au moins, peut-être pas ces 30 000, mais au moins 15 000, je vais devoir virer des gens. Ça, c'était un petit peu la pression. Mais tu les avais pas embauchés, c'était des freelances. Oui, c'était des freelances. Okay. Mais tu vas devoir te séparer de... Je vais devoir me séparer des gens avec qui je me vois travailler au long terme, pour être plus honnête. Et on a fait plus que 30 000. Et j'ai fait... Tu communiques sur les chiffres ? Pas encore. Bientôt. Tu veux pas m'en donner un petit peu ? Si, je peux te dire que on a vendu ce programme qui s'appelait Paradigme. Et il a eu des prix différents selon les périodes. Donc il y a eu des préventes pas chères à 39,90. Au plus haut de son prix, il était à 59 ou 69, je sais même plus. Ok. On a fait. Le delta est pas énorme. Le delta est pas énorme. Ça peut être pratiquement x2, mais comme c'est des sommes à deux chiffres, c'est pas. Mais c'est surtout que c'est un programme qui devrait coûter 2 000 € en vrai, qu'on a vendu très peu cher, tu sais, genre pour dire ok, j'ai pas de légitimité, donc je teste pour pas cher et on verra ensuite, et on en a vendu 1 500. Voilà. Faites les maths. Wow. Faites les maths avec les variables. Qu'est-ce qui t'a motivé à te former à la relation à l'argent ? Alors, tu t'es formé avec Christian Junod, oui. Que j'ai reçu il y a peut-être tellement longtemps, les 20 premiers épisodes du podcast, il y a 4 ans maintenant. Ouais. Mais voilà, je le suis toujours de loin, je suis copine avec sa fille. et voilà, on le salue. Mon Christian. Tendresse pour toi, Christian. Ouais. Donc, tu t'es formé auprès de Christian. Pourquoi ? En fait, il est venu faire une journée de formation à HEC sur la fin du cursus scolaire là-bas. Et alors moi, j'ai toujours eu pas de tabou sur l'argent. J'ai toujours été ultra détendue par rapport à ça. Je suis même partie vivre aux États-Unis parce que je trouvais que c'était trop cool d'embrasser l'ambition, d'embrasser le fait de gagner de l'argent. Je trouve que j'avais pas de projection, en tout cas, qui m'empêchait de gagner de l'argent, de vivre, d'en parler. J'avais pas de tabou. Et il arrive donc à l'école ce jour-là, on va parler d'argent. Donc moi, je suis en mode, cool. Et je vois que toute ma promo s'agite un peu, quoi. Genre, ouais, c'est intéressant et tout. Je sais que la France est un pays qui a un peu du mal à parler d'argent, mais tu sais, quand t'as un Christian qui vient te parler d'argent, tu vois les attitudes des gens, tu te dis, waouh, on part de loin, tu vois. Et donc, Christian vient nous faire cours. D'abord, j'adore le personnage. Et je me souviens que je participais toute seule, tu sais, personne levait la main, personne participait au truc. Le cours perso. Et puis à un moment, je sais plus s'il dit, je sais pas s'il y a un moment il dit ouais, il y a que Ludivine qui interagit, est-ce que quelqu'un, et tout le monde était en mode tu sais, un peu comme ça et tout. Et là, je sais pas ce qui se passe, je lâche, je dis putain les gars, on a payé 25 000 boules HEC, c'est pas pour pas poser des questions quand on est en cours. Tout le monde, tu sais, c'est décomposé. Même Christian, il m'a dit, j'oublierai jamais cette meuf qui lâche le prix de l'école comme ça en plein cours. Comme si c'était un secret. On connaît très bien le prix de la formation. Je veux dire, pourquoi d'un coup, ça devient indécent de dire, les gars, vous avez payé 25 000 balles pour pas parler d'argent le jour où on a un expert français, genre un des meilleurs. Allez, réveillez-vous, tu vois. J'avais un peu bougé le cul, tout le monde, c'était très drôle. Ce qui nous a vraiment créé une espèce de complicité avec Christian qui était hyper sympa. Et ensuite, en fait, il a développé un peu sa méthode avec nous, en tout cas un début, parce qu'en une journée, c'est très court. Et je me suis dit, waouh, j'ai compris, en fait. Attends, je veux pas trahir Christian, alors je vais faire gaffe à comment je le dis. J'ai compris, en fait, que le travail que fait Christian sur l'argent est bien au-delà de l'argent. J'ai compris, en fait, que Christian
parle d'argent parce que c'est une porte vers beaucoup, beaucoup plus que ça. Je l'ai compris quand après avoir rempli tout un questionnaire, il est venu vers moi, il m'a dit, donc toi, j'imagine que tu vis dans tel genre de maison, que t'attires tel genre d'homme, que t'as tel genre de rapport avec l'argent, et que il lisait en moi, juste en sachant mes antécédents familiaux par rapport à l'argent. Enfin, ça donnait une lecture vraiment de la personne. Et ça m'a fait prendre conscience de tous les choix de vie qu'on fait par rapport à notre relation à l'argent. Il y a plein de choses qu'on fait tous les jours par rapport à notre relation à l'argent dont on n'a plus conscience finalement. Est-ce que tu viens en métro? Est-ce que tu viens en Uber? Est-ce que tu vas manger au resto? Est-ce que tu te prépares un lunch? Ça peut être pour d'autres raisons, mais n'empêche que ça peut aussi être par rapport à l'argent. C'est des petits trucs. Comment t'es au resto quand un mec te propose de split l'addition? Est-ce que c'est marrant parce que ça en ce moment mes potes en parlent souvent. Donc est-ce que c'est signe que ça va pas marcher entre vous? Donc comment tu choisis ton mec? Comment tu choisis ta meuf? Dans quel appartement tu veux habiter? Et puis ta voiture finalement. J'ai des potes, ils ont des bagnoles de ouf, ils ont jamais acheté de maison, mais ils ont des bagnoles à 100 000. Et tu te dis quelle est la relation à l'argent quand le plus important pour toi, c'est d'être show-off avec une bagnole qui coûte très cher, mais de pas être capable d'avoir déjà investi dans une baraque. C'est qu'un point de vue, tu vois, mais je pense que vraiment, notre relation à l'argent, qui est inconsciente, est au volant de notre vie sur plein de choses. Et que si on met pas un peu de conscience dessus, ben on peut quand même vraiment faire des accidents, tu vois. Et ça vient réveiller aussi le fait qu'il y a beaucoup d'inconscient qui est au volant de notre vie. Pas seulement l'argent, mais en tout cas, l'argent est une porte vers l'inconscient pour reprendre les rênes de sa vie si on le souhaite. Et c'est en ça que vraiment ça m'a fascinée. Plus cette aisance que j'ai de parler d'argent, je me suis dit, c'est vraiment un créneau que j'ai envie de prendre. Enfin, ça m'intéresse, je suis à l'aise avec ça. Go! Je me rappelle quand j'ai commencé il y a 4 ans avec Budget Chéri, je me rappelle, mon message c'était en fait, c'est jamais une question de nombre. Parce que on s'est tous aligné des chiffres dans un Excel. À l'époque, je parlais beaucoup de budget, donc de finances personnelles, et mon obsession, c'était pourquoi on sait tous mettre, en vrai, on sait tous mettre des chiffres dans un Excel où on peut tous le faire, tu vois. Et donc, c'est pas tant pourquoi tu le fais, alors c'est pourquoi il y en a qui le font, pourquoi il y en a qui le font pas. Mais aussi, tu vois, pourquoi 2 personnes qui ont des situations équivalentes, qui gagnent la même chose, se retrouvent dans des situations financières finalement complètement différentes. Parce que derrière les chiffres, tout est relation à l'argent, tout est psychologie, tout est... tu n'es pas la même personne que ton voisin, t'as pas le même vécu, et donc t'as pas les mêmes projections, t'as pas les mêmes histoires, tu te racontes pas la même chose, t'as pas les mêmes envies, et donc t'as pas les mêmes comportements in fine. Tout à fait. Mais tu vois, les gens ont tendance beaucoup à se cacher derrière ce que je sais et ce que je ne sais pas faire. Aussi un petit peu derrière j'ai le temps, j'ai pas le temps, je suis bon en maths, je suis pas bon en maths, etc. Comme si c'était vraiment ça le sujet, alors qu'en fait, ça l'est jamais. Oui, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ces gens-là, je pense qu'ils savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Mais moi, comme toi, j'ai découvert, enfin, du coup, un peu avant toi, mais en vrai, c'était une vraie découverte quand j'ai découvert qu'on avait une relation à l'argent. Ouais. Qu'est-ce que c'est tout? Dis donc dedans. Mais que se passe-t-il? Ah ouais. Pourquoi, selon toi, alors là, c'était vraiment la coach que j'ai un petit peu cherché, mais justement, tu vois, c'est le phénomène que je décrivais. Moi, je vois tellement de gens qui sont dans des comportements non vertueux vis-à-vis de l'argent, tu vois, ils savent que ça les met dans des situations un petit peu difficiles, tu vois, je pense aux gens qui sont régulièrement à découvert, qui n'ont pas ou peu d'économie. Tu vois, c'est un peu comme, tout le monde sait à peu près comment perdre du poids, hein. Tu fais du sport et tu manges mieux. Pourquoi est-ce que les gens font pas forcément plus de sport et mangent pas forcément mieux? Bah là, avec l'argent, c'est grosso modo, tu sais que tu te portes mieux quand t'en mets de côté. Pourquoi est-ce que les gens le font pas, tu vois? Ouais. Pourquoi est-ce que les gens savent ce qu'il faudrait qu'ils fassent, mais qu'ils le font pas? Ah, tu veux mon avis là-dessus? Ouais. Bah, pourquoi tu rappelles ton ex alors qu'il est toxique? Pourquoi tu manges du Nutella alors que tu veux maigrir? Pourquoi tu dépenses tes sous alors que tu veux économiser? Je veux dire, la question, là, elle est complètement globale. Ouais. En fait, je pense que ça rend fou de se voir faire des choses dont on n'a pas envie. Et la réalité, c'est que juste, il y a des patterns inconscients à aller visiter qui dirigent nos vies. Et cette réponse, c'est la même pour tout le reste. C'est-à-dire, pourquoi j'ai une volonté et un projet qui, je sais pas, d'économiser, de perdre du poids, de ce que tu veux. Et pourquoi je fais le contraire de ce truc-là? C'est ça qui est intéressant d'aller visiter. Et c'est moi,
personnellement ce que je fais en coaching. Pour moi, l'inconscient fait très peur. Tu sais, on y voit, on pense à... Systématiquement, on pense à de l'hypnose, on pense à du dark side, on pense à « oh là là, mon Dieu, je vais découvrir des trucs que je veux pas savoir et je vais voyager dans d'anciennes vies ». Moi, je dis souvent à mes coachés, imagine que t'as ton appart, il est pas très grand, et tu commences à avoir un peu de bordel dedans, ça s'accumule, t'es un peu serré, tu vois. Et puis un jour, tu te rends compte que t'as oublié, mais il y a une porte dans cet appart, et cette porte, elle donne sur une grande pièce dans laquelle tu refuses d'aller. Parce qu'elle est poussiéreuse, ça fait longtemps qu'elle est fermée, il fait noir, et tu te dis c'est con, attends, il y a de la place, je pourrais agrandir et tout, on pourrait même faire un peu des travaux. Mais non, t'y vas pas. T'y vas pas parce qu'il fait noir et parce que t'as peur. Et en fait, pour moi, le coaching, c'est j'ai une frontale, je te prends par la main et on va visiter cette pièce où, je te jure, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Et dans cette pièce, il y a un coffre. Et dans ce coffre, il y a des vieux trésors. Des photos d'enfance, des parfums d'enfance, des souvenirs de trucs que t'as pas revus depuis longtemps ou même que t'as oublié, tu vois. Et c'est pas des trucs qui font peur, justement. Souvent, c'est des doux souvenirs. Et dans ce coffre, il y a une clé. Alors, c'est un escape game, hein. Et cette clé donne sur une autre porte que tu connaissais pas. Parce que celle-là, tu la connaissais. Mais la nouvelle porte, là, tu la vois pas. Et cette clé-là, elle ouvre sur la maison de tes rêves. Ok ? Mais tu dois traverser cette pièce, ouvrir le coffre, dépoussiérer, arrêter d'avoir peur, éclairer à la lumière pour comprendre les comportements qui t'empêchent d'aller de l'autre côté. Tant que tu veux pas faire ce taf, tu ne te retrouveras pas de l'autre côté. Donc si tu as des problèmes de l'ordre de tu manques d'argent alors que tu pourrais économiser machin parce que tu as des comportements que tu ne maîtrises pas, bah c'est pas compliqué, il suffit juste d'aller visiter un tout petit peu ton inconscient, mettre de la lumière dans cette pièce, accepter que ces comportements-là, ils ont un rapport avec ton passé, parce que souvent on entend des gens qui disent, moi je pense que le truc que j'ai le plus entendu de la part de mes coachés, c'est ah non, on va pas parler on va pas parler de mes parents parce que je veux pas être ingrat avec eux. Déjà tu me dis ça, tu m'as dit tellement de trucs sur toi, je te le dis, on va y aller quoi, tu vois. On va parler de ton ingratitude envers tes parents, il en faut mon pote pour avancer dans la vie. Toutes tes loyautés, on va faire tomber ça. Donc vraiment pour moi, c'est la réponse, pardon, elle est un peu longue, mais c'est que si tu veux comprendre tes comportements avec l'argent qui te mettent dans la merde ou qui te mettent en anxiété parce que t'as peur de manquer, il faut que t'ailles ouvrir cette pièce sombre de ton appart qui est ton inconscient et que t'ailles mettre un peu de lumière là-dessus, mais tranquille, en douceur, hein, on n'est pas là pour se faire du mal. Et une fois que t'auras fait ça, des fois, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir te comprendre aussi, parce qu'en fait le truc c'est que on se comprend pas, quoi. C'est ça le truc, la situation dans laquelle on est le plus démuni, c'est quand on ne se comprend pas et qu'on se voit faire des choses et qu'ensuite on a honte parce qu'on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Moi, ça m'a beaucoup aidé, pardon. Ah, lapsus révélateur. Ça m'a beaucoup aidé de comprendre que les comportements qui m'étaient néfastes étaient aussi des comportements qui me servent. Oui. Et tu vois, si tu bouffes du Nutella alors que t'as des problèmes de santé ou t'as des problèmes de poids, mais en fait, c'est de comprendre en quoi ça te sert. Oui. Parce que ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que on n'abandonne pas quelque chose qui nous sert encore. Tu vois, qui a un bénéfice, ouais. L'être humain est vachement bien fait. C'est que tout ce qui n'a pas de bénéfice, on l'enlève. Mais si on le garde, c'est parce que ça a un bénéfice. Et du coup, tu sais, d'essayer d'aller comprendre effectivement qu'est-ce que ça m'apporte. Il y a deux choses. Le bénéfice caché, bon, c'est une question de coaching récurrente, c'est quand tu es dans une situation de merde, la question à te poser, c'est quel est le bénéfice caché de cette situation, d'accord ? Mais il y a une seconde chose qui est hyper importante, qu'on appelle les croyances, d'accord ? Souvent, c'est une croyance limitante qui t'empêche d'évoluer. Et il y a un truc que les gens comprennent pas, c'est qu'une croyance limitante, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? L'argent, c'est difficile à faire. L'argent, c'est difficile à faire, voilà. C'est qu'une croyance limitante, un jour, elle a été une croyance ressource. Que ce soit toi qui l'aies prise ou qu'elle t'était apprise par quelqu'un, elle a été une croyance ressource à un moment. Elle a eu un énorme bénéfice à un instant T. Et si tu refuses de comprendre ça, tu te bats contre elle. Alors que si tu acceptes que cette croyance avait un bénéfice au départ, voire un bénéfice encore maintenant, mais qu'il est temps de la renégocier avec toi-même ou avec les gens, ou la rendre aux gens qui te l'ont imposée,
Si tu acceptes ça, en fait, d'un coup, tu vas avoir tout s'apaise. Mais c'est quand même un taf assez introspectif et intense d'aller renégocier une croyance qui t'a sauvé la vie. Parce que souvent, les croyances nous sauvent la vie. Hein. Les croyances sont là pour nous maintenir en vie, pour nous faire aimer. Et être aimé, c'est survivre pour le reptilien. Parce que si tu sors du groupe, tu peux être tué quand tu es tout seul. Donc, tout ce qu'on a développé comme croyances, qui sont limitantes aujourd'hui, ont été à un moment une croyance ressource. Moi, par exemple, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je sois seule parce qu'on ne pouvait pas faire confiance aux autres et qu'il fallait que je sois indépendante. Ça m'a permis de créer des trucs super, mais ça m'a aussi gênée dans mes relations interpersonnelles. Pour pouvoir changer ça et pouvoir faire confiance à quelqu'un, j'ai dû aller parler avec moi petite en disant « Écoute, c'est vrai que c'était de l'ordre de la survie de prendre cette croyance et Dieu sait qu'elle est valable. » On en a super profité, regarde qui on est devenu. C'est incroyable, soyons fiers. Par contre, aujourd'hui, ça ne nous sert plus. Donc, je sais que c'est difficile, rends-moi ce contrat, mais on va le déchirer et on va inscrire une autre croyance, mais fais-moi confiance, je suis l'adulte qui va te mettre en sécurité. Donc, tu n'as pas à craindre que changer ces accords te mette en insécurité. Et c'est très difficile, ça. C'est un taf qui est difficile à faire seul. C'est un taf qui est difficile à faire seul et je trouve que dans le monde dans lequel on vit, une certaine forme d'impatience à ce que les choses soient réglées très vite. Oui. Alors que moi, je vois, tu vois, un exemple avec l'argent qui est la peur de manquer. Je suis pas sûre de le régler un jour, tu vois. Je pense que j'avance. Je pense que j'y vais par étapes. Je suis plus du tout la même aujourd'hui qu'avant. Mais en même temps, j'avance justement. Donc, c'est normal que je vienne découvrir des choses que j'ai jamais vécues avant. Jusqu'à présent, j'ai fait des investissements en coaching, par exemple, à 5 chiffres. Oui. Bon, demain, si un jour je m'apprête à signer un investissement à 6 chiffres, je me dis, OK, je vais embaucher quelqu'un pour 100 000 € ou plus. Peut-être que ça va venir me chercher parce que j'ai jamais vécu ça et je sais absolument pas comment je vais gérer ça. C'est sûr que la première fois, j'ai dépensé 10 000 ou plus. C'était pas une évidence, tu vois. Donc, je pense que ça viendra me chercher à différents endroits de ma vie. Et puis, si c'est pas sur l'argent, il y aura d'autres domaines aussi. Mais que c'est un travail certaines choses qui sont le travail de toute une vie. Toutes les choses sont le travail de toute une vie. Moi, je pensais que pour pouvoir être une bonne coach sur mes sujets, il fallait que j'ai réglé tous les problèmes parce que je trouvais que c'était pas digne d'être un expert sur un truc sur lequel on a encore des problèmes. La question qui se pose, c'est que moi, je travaille sur les concepts de réappropriation des ombres selon Carl Gustav Jung et le concept des ombres, c'est qu'on en a toujours. Ça va avec les croyances, en fait. Et la seule question, c'est est-ce que je suis OK d'avoir la souplesse de les renégocier de temps en temps pour les réadapter à ma vie? On a besoin d'assurance, on a besoin de sécurité, donc on signe des accords qui nous donnent une sensation de contrôle. Mais il faut être OK parfois de remettre ces accords en question, de lâcher le contrôle. C'est hyper important. Et ça se fera toujours. Et dans la relation avec un coach ou un mentor, c'est aussi intéressant de se dire, je ne cherche pas dans la personne qui est en face de moi une personne qui a tout réglé, mais je cherche en face de moi une personne qui est capable de m'aider à régler mon problème du moment jusqu'à ce que je découvre qu'il y a un autre problème. Ce que les gens savent peu en coaching, c'est que quand on est un vrai coach certifié, qui a fait une grande école, etc., on a une obligation de ce qu'on appelle une supervision. Oui. Donc une supervision... D'être toi-même coaché par un autre coach. Alors non, c'est pas un coaching justement. C'est hyper important. C'est la supervision. Et tu peux être coaché aussi. Et tu peux. Alors, 3 choses qui sont très importantes quand tu es coach, c'est d'être coaché, d'être supervisé et d'être en thérapie. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est hyper... Moi, je suis fascinée par ça. Je coach quelqu'un et j'ai une superviseuse, on va dire, parce que c'est une femme la mienne. J'ai une superviseuse et je lui dis, voilà ce qui s'est passé dans le coaching. J'ai rien de ouf à lui raconter. Je lui dis, voilà ce qui s'est passé dans le coaching avec mon coaché. Il me saoule un peu, il veut pas s'engager sur un sujet de coaching, c'est un peu chiant, je tourne en rond et du coup, il m'agace et avant d'aller aux séances, ça me fait chier. Et elle me dit, dans ce cas, ce que je t'invite à faire, parce que moi, j'arrivais pas à trouver de solution, il y avait une petite résistance de la part de mon coaché. Ce que je t'invite à faire, c'est que la prochaine fois que le mec veut pas s'engager sur le sujet de votre coaching, c'est que tu lui demandes si ça lui va que son sujet de coaching, ce soit l'engagement. Ou le problème d'engagement, ou le désengagement. Et j'avais pas vu ça, moi, de cet angle-là. Et je me dis,
Mais oui, putain, c'est vrai, je peux carrément faire ça. Le mec refuse de s'engager à chaque fois. En plus, il a des problèmes d'engagement dans son couple, il a des problèmes d'engagement dans son travail. D'un coup, tu sais, ça m'aide à voir. C'est une métaposition que j'avais pas. Et la question, c'est pourquoi j'ai pas eu cette métaposition? Et à ce moment-là, ma superviseuse me dit, et toi, t'es comment avec l'engagement? Et je me mets à chialer. Et je me dis, oh putain, c'est moi qui ai un problème d'engagement. Elle me dit, ok, next session, la prochaine session de thérapie avec ta psy, il faut aller dans ce sujet-là. Sinon, tu pourras pas aider ton coaché. Donc, la semaine d'après, je suis en thérapie et je dis à ma psy, j'ai trouvé que j'avais un problème avec l'engagement. J'aimerais qu'on en parle, j'ai besoin d'avancer là-dessus. Parce que ça me donne une zone aveugle sur laquelle je peux difficilement travailler avec mes coachés. Et en ça, du coup, t'as cette supervision obligatoire, d'ailleurs, qui est vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc les coachés ignorent qu'ils nous guérissent aussi, tu vois, avec leur blocage. Moi, je trouve ça magique. C'est quoi pour toi une relation saine à l'argent? Est-ce qu'il y a une frontière claire entre une relation saine et une relation malsaine? Il y a une frontière légale et illégale. Ok. Selon les lois. D'accord? Les lois du pays? Voilà. Ok. On va dire ça. Pour le reste, la différence entre saine et malsaine dépendra uniquement de à quel point tu es en accord avec ta relation avec l'argent. Si c'est ok pour toi d'être un gros radin, eh ben, ça fait chier tout ton entourage. Mais si toi, t'es aligné avec ça, cool, c'est ça en vrai. Ça fait chier les autres. Mais par contre, si t'es un gros escroc qui arnaque tout le monde et que t'es OK avec ça, j'ai envie de te dire, t'as une relation entre guillemets saine puisque t'es aligné avec tes valeurs. En revanche, t'as une relation illégale. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est hyper important de bien faire le distinguo. Et tu as la relation qui te met en danger. Typiquement, les comportements compulsifs d'achat, tu vois. Je mets jamais d'argent de côté, je dépense trop, je suis tout le temps dans la dèche, tu vois. Alors, je suis dans la dèche parce que je gagne pas assez, c'est compliqué, j'ai 5 enfants, etc. Et puis, il y a aussi les comportements qui sont impulsifs, Ouais. etc. Donc, je dépense plus que je gagne. Oui. Est-ce que ce symptôme-là... Je te pose la question parce que moi, j'ai moi-même du mal à y répondre, tu vois. Est-ce que le symptôme de je dépense plus que ce que je gagne, je vis au-dessus de mes moyens, ça définit ou pas une relation saine à l'argent? Non. Ah, c'est marrant. Tu vois. Pour moi, quelqu'un qui vit en accord avec lui-même au-dessus de ses moyens a une relation saine avec l'argent. Dans quelle mesure c'est légal, je sais pas, mais... Alors, légal, oui. Il y a rien d'illégal là-dedans. Après, si tu vis perpétuellement au-dessus de tes moyens, à un moment, il y a bien un endroit où l'argent doit re-rentrer pour compenser. Ouais. Et la question, c'est où? Et à ce moment-là, est-ce que c'est légal? Et où? Est-ce que c'est équitable par rapport à l'entourage? Puisque souvent, c'est l'entourage qui compense ou la société, tu vois. Et encore là, c'est une notion de bien et de mal sur lesquelles chacun aura son avis. Donc pour moi, une relation saine à l'argent, c'est une relation où tu as un peu de conscience, on ne demande pas non plus de tout savoir, et où tu es en accord avec ce que tu fais, ou en tout cas, tu es apaisé. Tu vois, en fait, moi, une relation à l'argent dans laquelle tu te mets en danger, parce que tu le dis très bien, en fait, in fine, quand tu dépenses plus que ce que tu gagnes, il n'y a pas de... La finalité, on la connaît, quoi. Enfin, il y a une forme de banqueroute personnelle. Ouais, donc, mais il y a des gens que ça dérange pas. Hein. Ah, mais ça, je veux bien. Mais ça peut, tu vois, c'est ça peut ne pas les... Quoique j'ai du mal à... Ça peut ne pas les déranger. Rares sont les gens qui ne subissent pas, comme tu vois, le stress financier quand ils sont... Il y a des gens pour qui... Il y en a. En fait, toi, t'appelles ça la zone de danger, mais il y a des gens pour qui... C'est quoi le danger? C'est de se retrouver sans argent. Personne ne meurt de ne pas avoir d'argent. Tout à fait. Personne ne meurt de ne pas avoir de papier ou de chiffres sur un ordinateur à la banque. Personne. Donc le danger, c'est quoi exactement? C'est la projection que tu fais sur le fait de ne pas avoir d'argent. C'est-à-dire la projection que tu peux faire de te dire « Mon Dieu, si j'ai pas d'argent, je n'ai plus de quoi payer mon loyer, acheter à manger. » C'est la réflexion, on va dire, la plus logique qui puisse venir. Mais tu as des gens qui n'ont pas cette réflexion-là. Et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas, pour la simple et bonne raison que j'ai mangé au Resto du Cœur, j'ai vécu dans la rue.
Donc en fait, à un moment, en vrai, je l'ai, mais je pourrais effectivement me dire, est-ce qu'il y a vraiment un danger le jour où j'ai plus d'argent pour acheter à manger et où j'ai plus de logement? Est-ce qu'il n'existe pas encore des alternatives ou pour lesquelles j'ai pas besoin d'un billet ou d'une carte bleue? Donc, comprends que ce que t'appelles se mettre en danger, c'est déjà ta propre projection de l'histoire. Et il y a des gens, et notamment si tu voyages et que tu vas dans certains pays, il y a quand même des endroits où carrément t'as même pas besoin d'argent. Donc c'est tellement subjectif. Je dirais que la relation saine à l'argent, c'est celle qui te fait te sentir bien. Et il y a des gens richissimes, je coach des gens millionnaires, milliardaires, qui vont mal, qui ont une relation pas apaisée. Ça, oui. Bah oui, mais c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas la relation. Ceux qui ont de l'argent n'ont pas la relation la plus saine à l'argent. Ça veut pas dire qu'elle est malsaine au sens empirique du terme. Mais oui, parce que c'est pas une question d'avoir ou pas en fait. C'est vraiment c'est pour moi il y a cette idée de la balance quand même, tu vois, entre les entrées et les sorties. Et c'est pas parce que t'es en balance positive que t'as une relation saine avec l'argent. C'est pas parce que t'es en balance négative, si ça dure pas toute ta vie, c'est une période, tu l'as vécu, je l'ai vécu, des moments de la vie où on sort plus d'argent que ce qu'on rentre, c'est pas pour autant que t'as une relation saine avec l'argent. Tu vois, voilà. Moi, j'ai une frontière que t'as pas, qui est vraiment son comportement où je vois que je fonce dans un mur. C'est peut-être pas un mur qui va me tuer, mais je vais dans une dead end, tu vois, c'est une impasse là où je vais. Mais t'as peur de quoi? Alors, cette réflexion-là, elle est hyper intéressante parce que j'entends parfaitement que c'est une forme de projection. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je considère comme étant le danger? C'est ma perception que tout le monde n'aura pas. Ouais. Et dans ton vécu, ta perception elle est complètement différente de qu'est-ce qu'est la mise en danger dans cette situation. Oui, parce qu'en fait, ce que toi t'imagines comme le danger, c'est une zone connue pour moi. Donc, c'est pas une zone de confort, mais en tout cas, elle est déjà connue et elle me semble pas inextricable, on va dire. Même si, clairement, j'aimerais pas m'y retrouver, tu vois. Et que je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais tu vois, en coaching, est-ce que tu travaillerais avec une personne pour qu'elle se sente vachement à l'aise avec ses comportements, ou est-ce que tu travaillerais sur ses comportements et tu vas me dire peut-être ça dépend de la demande de la personne, tu vois? Bah oui. Ok. En fait, c'est tellement le coaching de la relation à l'argent, que je le fasse en groupe ou en individuel. En groupe, je coach individuellement devant les autres. En plus, ça c'est hyper puissant parce que chacun se reconnaît un peu. Enfin, ça et le fait de se faire coacher devant les autres, ça implique de devoir surmonter un peu une zone de confort, enfin sortir un peu de sa zone de confort. Oui, je fais ça aussi, j'adore. Je trouve ça vraiment charmé. Mais la vérité, c'est que à tout moment, le coaching change parce que le besoin n'est pas forcément celui qui était défini au départ. Dans 99% des cas, le sujet de coaching n'est pas le sujet de coaching. Mais on se rend compte que les comportements sont liés parfois, ça va beaucoup plus loin. En fait, on coach même plus sur l'argent. Je vais te donner l'exemple d'un coaché il y a pas longtemps. Et il a une superbe boîte une superbe boîte à l'étranger. On va pas trahir le personnage. Ouais. Et le mec me dit, j'arrive pas à me payer plus que mes employés parce que comme il y a quelqu'un qui gère la paye et qui sait combien je vais gagner, j'ai peur qu'il le répète à tout le monde et qu'on se dise que je suis un sale profiteur. Et je lui dis, et donc, du coup, tu fais quoi? Il fait, je suis en galère tout le temps, je me paye pas, mon partenaire de vie paye pour moi ou mes parents payent pour moi alors qu'il a une boîte qui prospère. Et je surpaye mes employés pour les garder pour jamais qu'ils s'en aillent. Je lui dis, donc en fait... C'est génial, je veux qu'il surpaye ses employés, il peut s'augmenter lui-même. Je lui dis, donc attends, si je réfléchis bien, pour pas passer pour un profiteur, tous les autres profitent de toi. Et ça l'a vraiment percuté. Ah je dis, j'aimerais trop être ton employé, mon pote, parce que là, franchement, tout bénef. Attends, mais chambé. Le patron ne se paye pas pour que je gagne plus? Mais tu crois vraiment que je vais me priver d'en profiter si c'est lui qui me le propose? Donc en fait, what the fuck, je veux dire, faut vraiment aller déconstruire les idées, changer les perceptions, les angles de vue et des trucs comme ça. Je peux te raconter des centaines. On veut pas passer pour quelqu'un de radin, on veut pas passer pour quelqu'un de... Tout ce que tu ne veux pas être se retourne contre toi. Tu veux pas être radin avec les gens?
tu vas être radin avec toi parce que tu vas dire oui à tout le monde et t'auras plus de temps, d'énergie ou de ressources pour toi. Tu veux pas passer pour un profiteur auprès des autres, tu vas tellement essayer de pas être un profiteur que tu vas donner aux autres l'opportunité de profiter de toi. Tu veux pas être méchant avec les autres, tu vas attirer à toi la méchanceté des autres. C'est exactement ce qui se passe. Tout ce qui est une ombre en fait très forte de ce que tu supporterais pas qu'on dise de toi est en fait la porte vers un trésor de tes comportements. Une réponse. Waouh. Quoi? Non, je prends une. Je suis heureuse tu vois, de redécouvrir ces sujets avec toi. J'aime bien l'angle avec lequel tu les abordes. C'est rafraîchissant. J'ai bien fait de poser cette question Merci. sur ce qui est sain ou malsain. C'est quoi les défis les plus courants que rencontrent tes clients? Alors. Dans la globalité, ça va être le syndrome de l'imposteur et se payer. Ok. Vraiment, c'est des croyances. Parce que toi, t'es beaucoup de dirigeants aussi. Oui, c'est marrant. J'ai deux types de profils. Pour les entrepreneurs, c'est se payer. Et pour les hauts dirigeants qui ne sont pas le propriétaire de la société. Il y a un profil que j'ai jamais rencontré ça, je savais pas, ça m'a vraiment surprise, c'est je ne veux pas d'augmentation parce qu'on va me demander de travailler encore plus. Ouais. Incroyable. Alors ça, à chaque fois que je l'entends, je me dis mais c'est fou, c'est pas le but d'une augmentation. Il y a que 24 heures dans une journée, je veux dire, c'est des cadres, ils sont déjà à 20 heures par jour, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu sais, ils se sentent obligés de corréler l'augmentation à un temps de travail ou à une énergie donnée. Donc il y a ces deux profils. Mais on va prendre plutôt celui des entrepreneurs, parce qu'il est fortement intéressant pour une raison. C'est que quand tu es entrepreneur, et surtout si tu viens du salariat, tu vas être obligé de venir travailler sur toi pour la simple et bonne raison que tu es le seul moteur de ta société. Mmh. En étant le seul moteur, tu es aussi... c'est chez toi qu'il faut mettre du carburant. Ouais. Okay. Et pour mettre du carburant en toi, il faut que tu apprennes l'estime de toi. Et en fait, ta capacité à gérer l'argent dans ta boîte dépend intimement de ta capacité à travailler sur ton estime de toi. Si tu refuses d'aller là-dedans, tu vas te casser la gueule 1000 fois. Ça va être un cauchemar. Donc finalement, la question qui se pose le plus, c'est quelle valeur je me donne parce que je dois me vendre. Même si c'est toi, ton produit, il y a d'une certaine façon un moment où tu dois être capable de te vendre, qui est le truc le plus difficile au monde pour la plupart des gens, même pour moi des fois. C'est difficile de se vendre, de mettre un prix. Tu sais, la plupart des gens, ils mettent... Je sais pas si t'as déjà entendu ça, mais moi je connais des tas de gens, ils annoncent un autre prix que le bon prix. C'est au moment où ils disent c'est combien, ils baissent le prix. Ou au moment de facturer, ils envoient pas la facture. Ou au moment de relancer, ils relancent pas. Tu sais, il y a plein d'attitudes comme ça, et les plus communes chez les entrepreneurs, c'est celle-là. C'est celle de se dire ah mon Dieu, mais c'est pas très humble. En fait, le problème, c'est qu'on est éduqué dans une espèce de fausse humilité, de il faut pas demander trop d'argent, il faut pas être trop vu. Oui, mais en fait, si tu veux prospérer et tu veux réaliser ton rêve, à un moment, il va falloir que t'acceptes qu'il va falloir que tu sois vu ou que ton projet soit vu. Ou tu sous-factures parce que tu te dis... au moins s'il est pas content, bah tu as espèce de compensation de oui, mais et s'il est déçu et qu'en plus j'ai l'impression de le avoir facturé cher. Voilà. J'ai profité de mon client. Exactement. Donc je pense vraiment voilà. Donc le profil ou en tout cas ce qui se passe le plus souvent en coaching, c'est que j'ai des entrepreneurs qui ne se rendent pas compte qu'en fait leur incapacité à demander un certain tarif ou à se payer eux-mêmes, parce qu'il y a deux vitesses, il y a genre quand tu es en train de demander des factures et quand tu te verses un salaire, c'est encore deux choses différentes. Si tu ne travailles pas sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi plus particulièrement, tu ne pourras pas être droit dans tes bottes quand tu donnes ton prix. Parce que ça veut dire qu'au moment où un client va te dire « Quoi, mais c'est trop cher ?» Tu vas faire « Oh putain, merde, il a raison, c'est trop cher. » Il a raison. Alors que si tu as confiance en toi, tu lui réponds « Pas de souci. » Je veux dire, quand je vais chez H&M, enfin, plutôt, si je vais, je sais pas, chez Burberry, je vais pas leur dire, ah, j'ai trouvé le même chez H&M, il est moins cher, les gars. Tu vois, ça me viendrait pas à l'esprit. Ouais, ok, bah, ça a un prix. Oui, non, merci, au revoir. Si tu sens que t'es aligné, viens. Si tu penses que c'est trop cher et que t'as pas les moyens, ne viens pas. Je veux pas te mettre dans le rouge, tu vois, mais c'est ça le plus important. C'est travailler ton estime de soi. Pour les entrepreneurs, c'est travailler ton estime de soi pour pouvoir être super à l'aise dans ta façon de gérer ton argent dans ta boîte. Et moi, le cas des salariés m'intéresse, hein.
Parce que tu vois, il y a beaucoup de salariés ici. Je sais que je reçois beaucoup d'entrepreneurs, mais tu vois, le fait que toi, tu aies une expertise aussi pour accompagner les salariés, ça m'intéresse parce que, tu vois, il y a une forme... Pour moi, là, on est sur une croyance-réalité. C'est-à-dire que, à la fois, c'est pas forcément une vue de l'esprit quand tu es le salarié de te dire on va attendre plus de moi. Peut-être que dans sa situation à lui, effectivement, son manager N+1, N+2 attend plus de lui. Et ça peut aussi être une croyance. Tu vois, ça peut être qu'une croyance et ça peut aussi être les deux. Ça peut être 2 croyances du coup. Parce que c'est la croyance de quelqu'un d'autre en fait. Hein. C'est la croyance de ton N+1, N+2 que tu dois fournir plus si tu veux ton augmentation, tu vois. Exactement. Donc, croyance ou une attente. En tout cas, il y a un... Ouais. Je pense que quelqu'un qui demande à une autre personne de donner plus parce qu'il gagne plus doit probablement s'appliquer cette croyance à lui-même aussi d'une certaine façon. J'ai jamais vu le contraire. C'est possible, hein. Ce serait une forme de manipulation, je pense. Je suis pas sûre, mais cette particularité, ce cas particulier m'a toujours beaucoup surpris. Et c'est souvent une croyance du salarié lui-même. C'est très souvent une croyance du salarié lui-même. La vérité, c'est que quand on te propose une augmentation ou quand tu négocies une augmentation, on dirait que t'as oublié que la négo ne comprend pas que la somme. En fait, tu dois être capable de mettre sur le tapis ce que ça va inclure comme mission en plus, en moins, différente. Enfin, je veux dire, on n'est pas... What's in it for me, what's in it for them. Ouais, en fait, donc, et souvent, les gens ont du mal à aller négocier, sont mal à l'aise avec le concept de négociation, parce qu'ils ont peur, parce que tout le monde, on a peur qu'on nous aime plus, on a peur que ça convienne pas à notre patron, du coup on a peur d'être viré, on a peur des conséquences. Donc on n'ose pas dire, voilà, moi ce qui me rendrait heureux dans cette boîte, en plus, dire moi ce qui me rendrait heureux dans mon travail, tu sais, c'est presque genre, mais t'es pas là pour être heureux, t'es là pour travailler. Moi ce qui me rendrait heureux dans ce travail, ce serait de travailler de cette façon et de cette façon, et de gagner temps. Qu'est-ce qu'on fait ? Je veux dire, faut mettre le truc au clair dès le départ. Et ce que les autres attendent de toi, que ce soit dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, pardon, comme au travail, n'a d'impact sur toi que les limites que tu mets autour finalement. Donc si tu sens, parce que c'est souvent le cas, oui, alors on avait négocié que j'étais augmentée, mais par contre je devais pas travailler plus, et puis en fait il se passe que je vois bien qu'ils attendent plus de moi. Bah oui, mais en fait c'est à toi de juste pas prendre en considération cette attente si t'estimes que ça correspond pas au deal qui avait été fait au départ. Et là on attaque un autre sujet qui est très important, qui est celui des limites. Mettre des limites est un skill qu'on devrait apprendre à l'école, mais personne ne sait faire. Parce que mettre des limites et les faire respecter, c'est vraiment ce qui va te permettre d'appliquer le champ du contrat, en fait. Sinon, tout le monde est toujours en train d'essayer de rentrer, tu vois. Dès qu'il y a une porte ouverte, on tente. Je veux dire, le cerveau est fait comme ça, pour profiter, voilà. Donc, t'apprends à mettre des limites, et à partir de là, tu peux négocier, tu peux dire ça c'est oui, ça c'est non. Quand le contrat est posé, si les gens essayent encore, tu rappelles, tu fais on a écrit un truc, il est là, c'est ça qui était prévu, je suis heureux comme ça, on y va, quoi, tu vois. Tu vois, moi je me suis retrouvée dans la posture aussi de l'employeur de freelance. Donc il n'y a pas de relation d'employeur réellement, mais à être en difficulté à exprimer le fait que pour les missions qui sont en jeu, oui, il y a la valeur n'est pas délivrée. D'accord. Tu vois, et parce que les freelances fixent leur prix aussi en fonction d'une certaine norme de marché, tu vois, ce sont les prix. Et il n'y a pas toujours la question de est-ce que je délivre le niveau de qualité ou est-ce que j'apporte quelque chose à la personne qui va me payer. Ok. Et moi, je pense que j'ai encore cette difficulté à dire, bah écoute, tu n'apportes pas la valeur que moi j'attends sur ton service délivré, tu vois. Je sais pourquoi, parce que c'est un moment désagréable, parce que j'ai pas envie que le freelance me claque la porte, j'ai pas envie, tu vois, c'est la peur de perdre la relation qui effectivement m'empêche de dire, bah là, moi, je suis dans une frustration parce que pour moi, je te surpaye en gros, tu vois. Moi, j'ai un asset, j'ai un skill très con là-dessus, c'est l'autodiagnostic.
Je mets la liste de mes doléances, je fais un rendez-vous avec la personne, je dis bon bah voilà moi ce que j'attends de ton travail quand on bosse ensemble, je voudrais que tu t'auto-évalues sur toutes ces compétences et que tu me dises où est-ce que tu te situes. Et dans 99% des cas, la personne elle-même admet qu'elle n'est pas à la hauteur de tes attentes par rapport au prix que tu la payes. La dernière fois que je l'ai fait, la nana m'a dit je vais te rembourser. Waouh. Je lui dis voilà ce que j'attendais de toi et encore dans cette liste, il y a ça, pas. Ça implique que le cadre était bien posé au départ, tu vois. Bien sûr. Ouais. Mais en plus de difficile à faire quand t'as pas bien cadré le qu'est-ce que t'attends de la personne. Mais justement, le fait de faire un contrat, les gens ont peur des contrats. Le contrat, c'est un cadre. Et on a peur de mettre des contrats parce qu'on dit les gens vont pas nous aimer parce qu'un contrat, c'est pas sympa. J'ai pas du tout cette peur de. Alors un contrat, ça met un cadre avec des limites. Et justement, les expériences de la vie t'apprennent, en tout cas moi, c'est mon cas, à mettre de plus en plus de contrats, même avec des potes sur des trucs petits. Mais des contrats, tu sais, on sait jamais. C'est pas de la mauvaise foi, peut-être on s'est mal compris au début. Peu importe, il peut arriver plein de choses. Je pense que le truc qui m'est le plus souvent arrivé, c'est de pas être clair sur des contrats et que mon interlocuteur change en cours de route et que le deuxième... C'est ça qui m'a le plus appris. Hein. Et que le deuxième me dise « Ah bah non, bah le contrat il dit ça. Oui, mais on avait eu un accord un peu moral. Ah bah non, mais Bidule est parti, moi je... » C'est comme ça que je me suis retrouvée en 4x3 sur des affiches alors qu'à la base, la photo avait pas de droit d'image cédé. Ah, tu vois, donc c'est un peu chiant, quoi. Et ça t'apprend à faire des contrats de plus en plus clean avec les gens. Donc, t'as ton contrat de départ. Et si en cours de route, tu sens que t'es lésé, de toute façon, moi, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, on peut renégocier en cours de route si tu sens que ma charge de travail que je te donne est trop grande, tu reviens vers moi, tu me dis là, il y a une charge de travail trop grande et il faut qu'on révise le budget. Et vice-versa. Donc, j'ai dû le faire il y a quelque temps avec une personne qui, en plus de ça, je payais une expertise dont je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants. Donc, j'avais aussi... il manquait dans ce qu'elle devait m'apprendre tout ce que je ne savais pas qui existait, que j'ai dû découvrir par des accidents. Donc, chiant, tu vois, découvrir d'un coup que y a pas de facturation automatique pour les 1500 personnes qui ont acheté ton truc, alors que elle aurait pu gérer le machin avant. Catastrophe, quoi, tu vois, last minute, vraiment relou. Et je lui dis, mais ça, en fait, je pouvais pas le deviner, c'était à toi de me le dire. Ah oui, mais tu m'as pas demandé. Non. En fait, ton expertise, c'est justement de m'apporter ça, ça et ça. Donc, rapport à ce que je t'avais demandé au début, ou en tout cas la raison pour laquelle on a signé ce contrat ensemble, dans quelle mesure tu remplis ton contrat. Et la personne elle-même dit, effectivement, j'ai pas été là. Et c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. Je pense qu'il faut être OK, c'est pas confortable, hein, attention. Hein. Non, mais je vais garder ce conseil. Mais je trouve que c'est très utile de travailler de cette façon quand t'es déçu de quelqu'un. Parce qu'il y a aussi un truc important, c'est que ta déception, c'est aussi en rapport avec tes attentes. Donc c'est important de faire un petit check de ton côté aussi. Parce que j'ai déjà fait ça avec une coachée qui embauchait son fils. Donc dur parce qu'évidemment elle était tout le temps en train de me dire ouais il faut rien parce que c'est mon fils, du coup ça coule douce, il sait qu'il va récupérer la boîte de maman et tout. Et je lui dis bah écoute c'est pas compliqué, vous avez un contrat, tu reprends la fiche de poste et puis tu lui fais faire une auto-évaluation. Et je lui dis on va faire on va préparer la grille d'auto-évaluation ensemble. Et la meuf me sort une liste de missions. Et je lui dis mais attends mais c'est quel poste qu'il a ton fils, quoi, tu sais. Il faisait tout. Attends, le mec avait vraiment, tu sais, un profil, il avait fait une école et tout, mais ajoute à ça qu'il devait faire des trucs qui avaient rien à voir, genre les réseaux sociaux, les vidéos, le montage, du drone. Enfin, tu sais, il y avait des trucs qui sortaient complètement de son contexte. Je lui dis, attends, alors on va reprendre les bases. Peut-être qu'il y a un peu trop de missions, c'est pour ça que t'as l'impression qu'il faut rien. Réaliste. Donc, du coup, ce truc d'auto-évaluation, quand toi, tu vas préparer ton rendez-vous, il est bien aussi pour te dire, est-ce que moi, je suis pas déçue parce que j'ai des attentes irréalistes qui étaient peut-être pas prévues au début du contrat. Et puis, si tu penses que c'était prévu au début du contrat, la personne va peut-être en face te dire, attends, mais c'est pas ce qu'on avait convenu, tu te rappelles, on s'était dit ça. Enfin, je trouve que c'est bien que chacun, tu vois, reprenne un peu sa place et sa responsabilité. Moi, je dis toujours, ton plus grand pouvoir, c'est ta responsabilité. Si ta responsabilité, c'est d'avoir surestimé quelqu'un, prends ta responsabilité. C'est pas grave. Tu recommenceras pas. Tu feras autrement la prochaine fois. Je te pose les dernières questions ? Ouais. Alors, je te donne A ou B, tu choisis. Ça va aller très vite. Piscine ou rando ? Tu sais que j'ai une piscine en bas d'une rando. Piscine ou rando ? Ben les deux. Bon, d'accord. Gastro ou McDo ? Gastro. McDo, c'est pas possible.
Peur d'échouer ou peur de manquer? Peur d'échouer, plus que de manquer, ouais. 1 million en cash maintenant ou 5 000 euros par mois à vie sans travailler? Non, 1 million maintenant. Aimer l'argent, force ou faiblesse? Force. Prison dorée ou liberté fauchée? Ni l'un ni l'autre. J'en étais sûre. Pourquoi corréler ces trucs-là, quoi? Je savais. Bon, c'était ma dernière. Je savais que t'allais me dire ça parce que je sais que, tu vois, c'est un peu la peste ou le choléra? Ouais. Bah, je sais pas, la grippe. Ouais. Liberté dorée. Parfait. Merci Ludivine. Merci Delphine. Alors, si on veut te retrouver principalement Insta ou Oui, Insta, voilà, c'est @ludivine. Alors, mon c'est Instagram. Ludivine. Elle a cette chance incroyable d'avoir son arrobase Ludivine. Voilà. Si on veut te contacter pour du coaching, tu en fais ou? Oui, bien sûr. Ok. Eh ben, en Pareil. AMP, ça marche aussi, mais j'ai un Ok. email, il y a une adresse mail sur mon profil Insta. C'est très facile à trouver. Pareil. Donc, allez sur Insta, Ludivine, il y a tout dessus. Merci à toi, Ludivine. Merci Delphine.